Allez, ça commence. Bonsoir à tous. On va patienter quelques minutes. Oh, quelques minutes, on va dire quelques dizaines de secondes. En attendant, j'ai l'un de nos deux coordinateurs du groupe Action Manifestation qui est là en la personne de Sébastien Béraud. Salut Seb. Salut Jérém, Tu vas bien? ça va, Bon, super. comme d'hab. Comme d'hab. Eh ben, génial. Ce soir, tu vas rester avec nous tout le temps, hein. On va décortiquer le live en trois parties. Et on a notre ami et référent et coordinateur général de projets qu'on pourra appeler révolutionnaires, mais que on pourra appeler les projets de demain du jour se lève, en la personne d'Elian Caliol. Salut Elian. Salut. Donc, écoutez, bienvenue. On va patienter encore quelques secondes. Si vous voulez partager, partagez. Il va y avoir des sujets intéressants. Elian va démarrer sur le sujet de comment reprendre la main à travers notre économie et notre pouvoir d'achat. Il va nous faire un constat un petit peu de tout. Bonjour, bonjour. On répondra aussi à vos questions. En deuxième partie, donc passé quand Elian aura fini, avec Seb, on restera et on recevra un autre coordinateur du jour se lève, en la personne de Laurent, que pour certains dans le mouvement des Gilets jaunes connaissent. Et puis on aura aussi un de nos fervents soutiens du jour se lève, en la personne d'Adama Traoré. Voilà, ça c'est pour la deuxième partie. Et la troisième partie, notre coordinateur, donc des modérateurs, en la personne de Bruno Fournier, viendra à relever toutes les questions depuis la création du jour se lève auxquelles on n'a pas répondu ou je n'ai pas encore répondu assez clairement. Donc, écoutez, il a relevé toutes ces questions et il va venir me les poser en direct afin qu'on puisse y répondre. Comme ça, d'ici là, on sera à jour et on pourra reprendre de nouvelles questions pour le prochain live qui sera normalement mercredi, mais peut-être avant s'il y a de la demande parce que on a tellement de choses à dire, il se passe tellement de choses en back-office que croyez-moi, ça envoie du lourd et on y croit. Voilà. Ça fait 2 minutes que ça a démarré. Je considère que vous avez un petit peu partagé. Bonjour, bonjour. Je considère qu'on s'est dit un peu bonjour. S'il y a des questions pertinentes qui interviennent pendant l'explication d'Elian, notre ami Mathieu la fera passer en bande et Elian se permettra d'y répondre comme tout à chacun au fur et à mesure des interventions. Voilà. Elian, 2 minutes 20. Ce que je te propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On peut y De aller. toute façon, on sait que ça va monter crescendo jusqu'à ce qu'on ait nos quelques centaines d'habitués et peut-être plus cette fois-ci qui vont venir interagir et autres. Donc, écoute, Sébastien, avant qu'Elian y démarre, tu voulais nous dire un petit mot? Tu as fini ta journée il y a quelques minutes. Comment ça s'est passé? Et tu sauras qu'une journée chez un agriculteur n'est jamais finie. Ben Là, oui. je fais une pause. Je fais une pause avec vous, ça me permet de me reposer. Et après, je vais enclencher, j'ai 5 hectares de fauche à faire. Oh là là. Donc, Tu as le droit de non, manger mais pendant ce temps, hein. On est ensemble une on heure et tra- demie, donc on travaille avec la météo, les agriculteurs. Donc, ils annoncent du beau temps, donc il faut faucher, il faut faire notre travail. bon, Là, je ok. viens de finir la traite, nickel. Je suis avec vous. Tu restes avec moi jusqu'à la fin, ça c'est sûr, tu me quittes pas. Et tu interviens quand tu veux, d'accord? Hein, tu sais que moi j'ai Ok. une grande bouche, j'arrête pas de parler, donc faut pas hésiter à m'interrompre, etc., etc. D'accord? Elian, je te propose de D'accord. démarrer et d'expliquer le sujet que tu voulais développer ce soir sur le constat et la manière, de pouvoir répondre aux quelques questions qui s'afficheront au fur et à mesure des commentaires. Et je le rappelle, ensuite, en deuxième partie, donc on a Adama Traoré et notre ami Laurent qui vont intervenir. Adama en fervent soutien parce que bien avant le jour se lève, il était déjà pour l'unité et toutes les convergences pour tous. Voilà, donc ce projet lui plaît, il s'y imprègne. Après, il a aussi ses projets à lui et c'est pour ça qu'il peut pas être à plein temps avec nous, mais quand il peut y intervenir, il y vient. Et puis à la fin, on répondra. Apparemment, il y avait pas mal de questions qui restaient en suspens. Donc on aura notre ami Bruno Fournier qui va venir et qui va nous les poser en direct. Voilà. Elian, la parole est à toi. Je coupe mon micro. Merci beaucoup d'être là. T'es un bijou. Et Eh heureusement bien, qu'on t'a au sein merci. du jour te lève comme beaucoup d'autres. Vas-y. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, merci d'être là. Alors, sachez que pendant qu'on est en vidéo avec vous, on voit vos commentaires hein, sur le côté. Par contre, on peut pas interagir directement. Donc, désolé si on peut pas répondre au salut, au coucou, au merci. Mais en tout cas, on les voit. Voilà, c'est sur la droite de mon écran là. Donc, posez des questions. Les modérateurs sont là, ils peuvent nous les transmettre. Euh, certaines choses sur la situation économique, sur nos vies, sur
pourquoi l'euro pèse sur nous, pourquoi l'économie a été paramétrée par des gens qui ne sont pas soucieux de nos vies et de notre bien-être et de nos enfants, de nos proches. Donc, expliquer tout ça. Moi, je vais essayer de le faire dans des termes le moins techniques possible, mais par contre, il se peut que des fois, on comprenne pas tout. Donc, surtout, voilà, interrompez-moi, posez-moi des questions. Jérémy, toi aussi. Et les gens voilà, qui suivent le live, posez vos questions, on fait en sorte d'y répondre. Moi, ce que je veux expliquer ce soir, une fois de plus, et en essayant d'être le plus clair possible, le plus simple possible, c'est d'expliquer pourquoi la monnaie pèse sur nous et comment elle a été paramétrée pour peser sur nous et comment elle a été construite pour faire en sorte qu'il y ait des déplacements de richesses massifs de l'immense majorité de la population vers quelques personnes. Voilà, on a trop tendance à croire que la monnaie est un absolu, que la monnaie existerait comme existent les montagnes, ou existent les arbres, ou existent les planètes, mais ce n'est pas vrai. La monnaie, c'est une construction, la monnaie, elle est purement fictive, c'est quelque chose de tout à fait abstrait, qui a été créé par les humains sur cette planète au cours de l'évolution, pour favoriser les échanges. Alors, les fourmis échangent des phéromones, hein, par exemple. Les abeilles sont capables d'échanger en créant des déplacements particuliers, en faisant vibrionner leurs ailes pour indiquer la distance, l'angle, l'orientation d'une source de nourriture. Les chauves-souris, les malheureuses qui nous ont soi-disant contaminés avec le Covid, communiquent par ultrasons, etc. Les éléphants sont capables de recevoir des informations d'ondes à très basse fréquence de très loin par les pattes. Les arbres communiquent entre eux par les racines, etc. Les hommes communiquent entre eux par la parole, mais aussi communiquent entre eux dans leurs échanges par la monnaie. C'est une création humaine, la monnaie est une création humaine, la monnaie est un marqueur de valeur, il sert à faciliter des échanges. Alors, on pourrait utiliser autre chose que des pièces, que des billets. Dans l'histoire, la longue histoire de l'évolution, on a utilisé des coquillages, on a utilisé des pierres, on a utilisé toutes sortes d'ornements différents. Aujourd'hui, on utilise la monnaie. Et depuis 25 ans à peu près, on nous a imposé une monnaie qu'on appelle l'euro, qui est censé donc représenter l'Europe. Et cette monnaie n'est pas du tout un absolu. Cette monnaie, elle a été conçue, paramétrée, codée, arrangée par des gens qui ne sont pas ceux qui nous veulent du bien. Elle a été arrangée par des gens qu'un certain président de la République avait soi-disant nommé comme étant son ennemi. Hein, son ennemi n'a pas de visage et c'était soi-disant la finance. Il a été vite rattrapé par son ennemi, qui ne l'était pas tant. Et en fait, la monnaie, donc cette fameuse monnaie euro qui a remplacé le franc il y a quelques dizaines d'années, d'abord n'est pas une monnaie absolue qui vient du fond des temps. On a utilisé du double tournoi, du sou, du sesterce, du potin. Il existe des milliers de monnaies qui ont été utilisées au travers des siècles. Et en voilà une de plus, donc l'euro. L'euro, la particularité, c'est qu'il est basé sur quelque chose d'extrêmement fictif. C'est que l'euro, il est créé par la dette. Et c'est ça que je veux expliquer souvent, que je veux expliquer de la manière la plus simple possible, d'expliquer comment, lorsqu'une banque vous prête de l'argent, la banque n'a pas cet argent. C'est pas du complotisme, c'est pas des idées folles, c'est pas de la peur, c'est pas de la fabulation, c'est marqué dans les lois. Ça a été choisi, ça a été codé comme ça. C'est qu'une banque, selon la règle qu'ils ont appelée de réserve fractionnaire, il lui suffit d'avoir une toute petite portion de l'argent qu'elle vous prête, soi-disant. Salut le toutou. Et ça suffit pour créer de la monnaie. Donc ça veut dire que, par exemple, lorsque vous allez, effectivement, l'euro est une catastrophe pour tout,
pour tous. Donc, lorsque vous allez à la banque pour emprunter 100 000 euros pour acheter un appartement, par exemple, ou pour un professionnel pour acheter un outil industriel, un agriculteur qui a besoin d'un engin pour sa production, pour sa productivité, la banque a le droit de marquer 100 000 en face du numéro de compte de la personne. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange d'argent, cet argent n'existe pas. On ne demande pas à la banque d'avoir cet argent. C'est là où débute le scandale. C'est-à-dire que, en fait, on va prêter, soi-disant prêter, donc 100 000 euros à une entreprise ou à une personne. Si vous ne pouvez pas les rembourser, ces 100 000 euros, on va vous les réclamer par humiliation, par la force, par la spoliation. On va vous obliger à rembourser quelque chose, on va vous prendre vos meubles, on va vous prendre votre télé, on va vous virer de chez vous, alors que vous ne devez en réalité rien. C'est une convention. C'est-à-dire que tant qu'on peut payer un emprunt, ben, c'est parfait. Ça permet de faire jouer les rouages et ça permet de faire en sorte que une économie circulante se mette en place. Mais en réalité, le scandale, c'est quand il y a un défaut de paiement qui est sincère, qui n'est pas organisé, qui n'est pas frauduleux, qui n'est pas crapuleux, on devrait être en capacité de dire bon, stop, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave parce que de toute façon, l'argent qu'on vous a prêté, on ne l'avait pas. J'en veux pour preuve. J'ai pris un article du Monde là, donc ça date, c'est récent, c'est Le Monde de dimanche. 11, non, du lundi 11 mai, voilà, c'est très récent. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Thomas Piketty, qui est un économiste français et qui écrit une chose. Je fais exprès de prendre les informations qui viennent du système, hein, parce que on peut puiser dans le système les informations qui prouvent que le système est pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc, ce monsieur nous dit, dans le cadre de la crise économique créée en conséquence du confinement. Donc, on ferme toutes les entreprises, on peut plus travailler, il n'y a plus de création de richesse, les sociétés industrielles sont coupées, on vend plus de voitures, oh, mon Dieu, on vend plus de mascara, on vend plus d'habits, etc. Bon, bref, l'économie s'effondre, une économie qui est basée sur la croissance, donc forcément, quand il y a arrêt de l'économie, elle est fragile, elle s'effondre, et donc on propose maintenant, vous entendez, des plans de relance, on va s'endetter pour relancer des plans de relance. Et la dette, pourquoi? Donc la dette, toujours la dette, rien que la dette, parce que de toute façon l'euro est basé sur la dette. Et voici une proposition qui est rappelée par ce monsieur Piketty. Donc je vous redis le nom parce que si vous voulez faire des recherches, c'est toujours intéressant. Thomas Piketty, avec un Y à la fin. Il écrit la chose suivante. Le gouvernement espagnol a proposé que l'on émette entre 1000 et 1500 milliards d'euros de dettes communes, ça représente environ 10% du PIB de la zone euro, et que cette dette, sans intérêt, soit prise en charge sur le bilan de la Banque centrale européenne sur une base perpétuelle ou à très long terme, c'est-à-dire un emprunt sans intérêt qu'on ne rembourse jamais. Donc, vas-y, Jérémy. Partant du principe qu'au sein du jour se lève, alors même si on n'est pas les seuls à penser détenir la clé, mais partant du principe que le jour se lève n'est que l'arbre qui cache la forêt sur tous les collectifs, les associations, les pages, les groupes, etc., qu'on va bientôt mettre en lien pour vous montrer que on n'est pas tout seul, que les 17 ou 18 000 personnes qui sont là, qui vont continuer de grossir, il y a du monde derrière, il y a vraiment beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut imaginer que quand on aura redonné le pouvoir au peuple cette année, on pourra être en mesure, partant du principe qu'on rentre dans une crise économique sans précédent pour un petit moment, faire annuler cette dette, notamment sur les prêts à la consommation, sur les crédits, les investissements qui ont été faits, en sachant qu'il y a énormément de personnes qui ont investi, qui, au travers de cette crise sanitaire, se retrouvent le bec dans l'eau, où les banques leur coupent les ponts parce que comme il n'y a pas eu d'argent de rentrée, ils sont pas en mesure de payer. Je pense aussi à tous les beaux commerciaux, etc., etc. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on va avoir le moyen de pouvoir mettre ça en avant et de faire en sorte que cette dette, on puisse en demander l'annulation pure et simple?
Alors, oui, puisque justement, je prends cet exemple d'un gouvernement espagnol, donc c'est pas n'importe quel pays, qui propose un mécanisme donc qui veut que la Banque centrale pourrait émettre 1500 milliards de dettes, donc 1500 milliards de monnaie, puisque l'euro est basé sur la dette pour sa création. Donc, on crée 1500 milliards d'euros. Alors là, l'idée, c'est de l'investir dans un plan social lié à l'économie verte. Bon, donc il y a une vertu, mais surtout, ce que je veux faire remarquer, c'est que des économistes là et des États disent, tiens, on va émettre une dette qui sera sans intérêt et qu'on ne va pas rembourser. Donc ça veut dire que c'est possible de ne pas rembourser une dette. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, c'est pas là, on n'est pas dans le fictif. C'est le journal Le Monde. C'est un économiste français et on parle d'un pays européen, l'Espagne, qui propose une dette de 1500 milliards, c'est considérable, qui n'aura pas d'intérêt et qu'on ne remboursera pas. Ok. Je voyais Nicolas Rousseau avait mis un message. Bon, il bosse au sein du Jour se lève en back-office. Si Nicolas Rousseau veut intervenir, Mathieu peut très bien lui envoyer un lien en MP et il peut venir discuter de la dette et justement de ses connaissances à ce niveau-là, parce que je sais que c'est un de ses sujets. Pas de problème. Voilà, c'était pour la partie. Excuse-moi, Alian, je t'en prie. Et donc, non, il n'y a pas d'excuse, c'est très bien, on intervient. Donc voilà, je voudrais qu'on puisse. On est 17 000 sur le groupe Le Jour se lève. Voilà, 17 000 personnes sont venues, sont cliquées pour être abonnées et venir prendre de l'information générale là-dessus. Si déjà 17 000 personnes issues de la population, donc avec toute la diversité que cela suppose, on était capable de vraiment prendre conscience de l'aspect fictif et purement conventionnel de la monnaie. Et qu'on participe à 17 000 à l'expérience qu'on a proposée de ce jeton qu'on appelle le Bercy, un jeton marqueur de valeur qui permettrait à tout un chacun de marquer ses échanges de biens ou de services avec un jeton alternatif qui ne soit pas l'euro, qui ne soit pas d'ailleurs une monnaie locale, qui soit juste un marqueur d'échange. On propose là une expérience concrète, c'est pas du blabla, c'est pas de se perdre en discours permanents sur toutes sortes de sujets qui sont plus ou moins techniques. C'est concret, on l'offre ici sur Le Jour se lève. On a codé sur une technologie qui est très sûre, qui est très propre, qui est toute transparente. Bon, on l'appelle la blockchain, alors ça fait peur à certaines personnes parce que la banque a fait croire que c'était sale, les États font croire que c'est sale. En réalité, ils le font croire parce que justement, ça les dérange, parce que c'est propre, contrairement à ce qu'ils disent, parce que c'est transparent, parce que c'est indestructible, parce qu'on voit tout, on peut tout contrôler, on peut tout voir, on peut voir toutes les transactions qu'on a faites, et en plus, c'est indestructible, ineffaçable. Donc, Alors, il faut. moi, il y avait écrit en dessous RIC et Frexit. Alors, le RIC, c'est qu'une question de temps avant qu'on l'obtienne sous une forme ou sous une autre, que ça soit local, que ça soit sous forme de contrôle citoyen sur le système politique, ou que ça soit sous forme de consensus, on va l'obtenir. Quant au Frexit, les amis, le Frexit, moi, je faisais partie des gens, je fais toujours partie des gens qui pensent qu'il doit y avoir une forme d'Europe, mais l'Europe telle qu'elle est représentée là, avec Bruxelles et tout ce qu'on sait, et les lobbies derrière, elle est déjà morte, elle a une date butoir, elle a une deadline finie. Elle va essayer de continuer de nous étouffer, de nous mettre en esclavage, mais elle est terminée. Elle est à bout de souffle. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. On est d'accord sur ces principes-là. Là, ce qu'on est en train de vous rajouter en plus, c'est qu'effectivement, en dehors du fait que les gens ont la tête sous l'eau, pour ceux qui ont pu être financés, mais ceux qui ne le peuvent pas, et qui vivent petitement, comme c'est le cas, comme beaucoup de gens comme moi et autres, sachez une chose, c'est que tout ça, on est en train d'amener des solutions qui sont pas des solutions du jour se lève, qui sont des solutions de citoyens lambda qui ont rejoint le jour se lève et qui travaillent sur ces sujets-là. Donc des spécialistes, des amateurs experts, des personnes lambda qui sont venues parler de leur propre expérience. Donc on en est là. Nous sommes endettés dès la naissance. Oui, je crois que le taux d'endettement de la naissance, il est de 50 ou 60 000 euros par personne. Je crois, si je dis des bêtises sur le chiffre, il y aura toujours quelqu'un pour venir me le rectifier. Donc c'est ça qui est bien quand on travaille en collectivité, c'est quand il y en a un qui fait une connerie, il y en aura toujours un autre pour lui dire. Et quand il y en a un qui dit une bêtise, il y a toujours quelqu'un pour le rappeler que c'est une bêtise et redonner les bonnes infos. C'est ça l'esprit collectif. Donc, Alors, je crois que c'est 20 000 pas pour euros. ça. Je crois que c'est 20 000 Oui. euros. Mais peu importe, parce que justement, ce qu'il faut expliquer, c'est que,
évidemment, les gouvernants, la finance internationale veulent nous faire peur avec ça. C'est-à-dire qu'ils veulent dire, voilà, vous êtes endettés, on est endettés, vous vous rendez compte, on est endettés, donc au turbin, traversez la route pour aller chercher un boulot, bande de cons, parce que il faut rembourser les emprunts. Et donc, voilà, tous les jours, les gens qui habitent dans les grandes villes, ben, c'est les bouchons le matin, c'est le stress, la pollution, le petit chef à l'arrivée. On supporte tout ça parce qu'on est les emprunts. On a l'emprunt pour la maison, on a l'emprunt pour les voitures. Ok, et on nous bourre la tête en nous disant voilà, il faut rembourser parce que si vous ne remboursez pas, c'est hop, on youf. Ok. Alors moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas rembourser les emprunts. Je suis juste en train de dire que régulièrement, on annule des dettes. On les annule, notamment pour l'Afrique. Et là, on est en train de proposer un emprunt où il n'y aura pas de dette, en fait. C'est-à-dire que la BCE va donner 1500 milliards et on n'a pas d'intérêt et on ne rembourse pas la dette. En fait, c'est un emprunt perpétuel. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que la monnaie est fictive. C'est un choix. Donc, quand on fait le choix, comme ils ont fait aux États-Unis pendant la crise de 2008 des subprimes, où on a viré des millions de gens de leurs baraques, on a viré des millions de gens dans leurs baraques parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser les 100 000 $. Et c'est des baraques, après, on a vendu à 20 000 $. Donc, au lieu de demander directement 20 000 $ aux gens pour en finir avec ce crash, puisque ça n'a pas marché, eh bien, on vire les gens et on va vendre la baraque à quelqu'un d'autre à 20 000 $, alors qu'on réclamait 100 000 aux autres. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça est fictif. Il faut prendre conscience du côté fictif de la monnaie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un live qu'on a fait sur Facebook il y a quelques semaines avec Armand notamment et avec Jérémy, où on a parlé avec Patrick aussi, on a parlé du Merci, on a parlé de ce jeton alternatif. Facebook nous a supprimé le live. Vous en êtes témoin, hein, Jérémy, hein, tu peux le confirmer, on nous a supprimé le live. Il a fallu qu'on retrouve la vidéo, qu'on la mette sur YouTube, qu'on remette le lien pour que les gens à nouveau puissent revoir le live. En fait, quand on touche à la monnaie, on touche à un point sensible. Et c'est pas pour rien, c'est parce que si on était déjà 17 000 membres sur Le Jour se lève, qu'on fasse boule de neige avec d'autres mouvements qui ont 20 000, 50 000, 100 000 membres, et que à nous tous, qu'on soit 1 million bientôt, qu'on soit 3 millions bientôt, et qu'à nous tous, on fasse des expériences sur les institutions, qu'on fasse des expériences sur la monnaie, et qu'on se prenne en charge nous-mêmes sur ces éléments, on aura un pouvoir qui sera considérable. En fait, ce qu'on veut essayer de faire au travers de ces lives, c'est de bien expliquer à quel point l'euro, comme toutes les monnaies, est purement fictif, que la convention sur laquelle est basé l'euro, elle est injuste, elle favorise les ultra-riches, elle favorise la tricherie, elle favorise la pollution, elle favorise tout ce qu'il y a de plus bas dans la manière de faire des profits. Alors qu'on a la capacité de créer des monnaies, de créer des marqueurs de valeur qui, au contraire, auraient comme paramètre l'intérêt général, la biodiversité, la création de richesses, l'entraide. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut changer les paramètres. L'euro n'est pas obligatoire. L'euro, on peut le garder pour être payé ou pour faire de la dette. Par contre, on pourrait avoir dans notre portefeuille d'autres monnaies. On pourrait avoir une monnaie locale, on pourrait avoir du sel, on pourrait avoir de l'eusco quand on est au Pays Basque. La monnaie locale est intéressante aussi parce qu'elle permet de faire des dépenses qui restent dans un certain périmètre. Et on pourrait avoir le Merci. Le Merci, c'est la monnaie des citoyens qui permet de s'échanger sans considération de frontières, sans considération de statut social, où on a un jeton monétaire qui favorise l'entraide, qui favorise la participation à la communauté. On pourrait, au travers du Merci, apporter un marqueur de valeur aux gens qui travaillent bénévolement, par exemple, aux gens qui offrent de la disponibilité à la communauté. Et avec ce jeton, on pourrait finir par créer une aide financière au final, un soulagement sur le pouvoir d'achat entre guillemets, mais vu complètement différemment. C'est-à-dire, on parle plus de l'euro. Donc, on a la capacité l'éco-sociabilité, on a la capacité à le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on se réunisse vraiment à un nombre suffisamment de citoyens pour le faire. On a déjà, ça y est, dans Le Jour se lève,
On a créé le jeton. Il existe, il est codé, il est stable. On a commencé à le distribuer et c'est une expérience parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas avoir la vérité absolue. Le jeton Merci doit participer à une biodiversité des marqueurs monétaires alternatifs. Il ne faut pas qu'on fasse la même erreur que l'euro ou que le dollar, de vouloir tout rassembler dans un seul marqueur monétaire. Au contraire, il en faut des monnaies, il en faut plein. Il faudrait que dans nos portefeuilles, on ait plein de monnaies différentes, avec des usages différents, avec des paramétrages différents. C'est ça qui fera la richesse de notre économie citoyenne, et c'est ça qui fera qu'on pourra dépasser le système des ultra-riches qui n'est pas fait pour nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Là, je laisse peut-être un peu le temps de poser des questions. Oui, il y en avait une. Il y en avait une qui était très terre à terre, mais qui est la dure réalité de beaucoup de personnes qui le vivent. Notre ami Seb est parti. Il va revenir. C'était, mais comment on fait quand on a un huissier devant la maison? Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est compliqué c'est compliqué pour un citoyen lambda comme nous. Quand tu maîtrises pas ton sujet, une fois que quand tu as un huissier de justice devant ta porte là, parce que va y en avoir un paquet d'huissiers de justice qui vont arriver. Comment on fait? Quel est le discours qu'on doit lui tenir pour lui dire, oh, t'es gentil, mais ton argent fictif, tu leur dis qu'il est complètement fictif. Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Est-ce qu'il y a des recours? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est 145 000 entreprises, et artisans et commerçants qui vont mettre la clé sous la porte, parce que très peu d'entreprises, faut savoir que nous, les petites entreprises, on est souvent un flux tendu, et que pour ceux qui ont une masse salariale, même minime soit-elle, l'argent, il sort très vite. Alors même si il y a eu des compensations par le biais du gouvernement ou par le biais d'aides, le temps qu'ils les touchent, c'est déjà trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes ces personnes qui vont le vivre, ça? Particuliers ou professionnels, hein? Bien sûr, mais là, on n'a pas de pouvoir là-dessus parce que on ne peut pas arrêter maintenant des processus qui sont déjà en cours depuis des années. Je veux dire, le fait qu'on ait un emprunt depuis 15 ans et on en a encore pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans et on peut pas la rembourser, nous, on peut rien contre ça. Nous, ce qu'on dit, c'est ce système-là qui humilie les gens, qui impose aux gens une forme de maltraitance psychique. La France, ça ne concerne pas que la France, mais la France, c'est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs en Europe. Bon, alors qu'on a un pays qui est magnifique, comme par hasard, on est le pays qui a la meilleure productivité, une des meilleures productivités au monde. Ça veut dire que le français est vraiment celui qui est le plus pressuré au travail. Mais en même temps, on est ceux qui devons consommer le plus d'antidépresseurs parce qu'on n'en peut plus. Et on le voit, c'est quoi les révoltes populaires? C'est des gens qui travaillent et qui ne vivent pas de leur travail. Ok, donc parce que c'est organisé, tout ça est organisé. Il y a par des ultra riches qui, quand ils ont 1 milliard, leur seul but c'est de gagner un autre milliard. Ils n'ont que ça en tête. Donc on ne peut pas arrêter aujourd'hui les huissiers. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est oublier le système euro, oublier la grande finance et à l'intérieur de nos vies, parce qu'on est sur une planète, la planète, elle leur appartient pas, la planète, c'est un bien commun. Donc là, l'agriculteur, tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur la matière vivante, sur les animaux, sur la terre. Il travaille par son travail sur un bien commun qu'il redistribue ensuite en production auprès de la population pour la nourriture des animaux ou pour la nourriture des humains. Bon, il travaille sur cette matière première. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse d'une manière générale, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on travaille sur notre matière première et non pas sur ce truc fictif qui tombe du ciel, qui nous est imposé par une Europe qui est autoritaire, par une Europe qui n'a pas été choisie, une Europe qui a été imposée par les peuples. Je rappelle que même des fondateurs de l'Europe le reconnaissent, comme par exemple Jacques Delors. Jacques Delors, vous retrouverez des citations où il reconnaît que l'Europe a été imposée au peuple, que l'Europe est fictive, que l'Europe est autoritaire et qu'elle n'a pas toute sa légitimité. Et donc, encore une fois, on peut aller chercher des informations dans le système pour avoir des arguments contre le système. Et ce qu'il faut, c'est prendre conscience qu'on peut avoir notre propre marqueur monétaire. On peut avoir notre propre économie. On est suffisamment nombreux. On est 99%, ils sont 1%. On a tout ce qu'il faut. Mais pour ça, il n'y a qu'une chose qui doit changer. C'est qu'on ne doit pas avoir peur. On ne doit plus avoir peur. Il faut rappeler que ce qui nous tient, c'est la peur, c'est l'huissier, hein, c'est le notaire, c'est la police. Les gouvernants nous envoient des gens qui nous contraignent par le corps
pour qu'on fasse ce qu'ils nous disent de faire, ce qu'ils nous disent de faire. Et ça, on peut le changer non pas par la violence, non pas par le refus de payer des impôts ou des conneries comme ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce qu'il faut, c'est à l'intérieur de ce système en créer un qui soit plus vertueux, qui nous concerne. Et ce que la plupart de nos concitoyens ne savent pas, c'est qu'on peut le faire. C'est pas une utopie. C'est pas un truc où dire ouais, mais bon, vous rêvez, les gars. Non, non. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous sur le jeton merci. Inscrivez-vous dans le Serious Game pour changer les institutions et échangez entre vous pour les jardins. Et vous verrez que c'est pas de l'utopie. C'est un truc. Jérémy n'arrête pas de le répéter. C'est le nombre. Le nombre, le nombre, le nombre, c'est juste le nombre. Donc, au lieu de faire le nombre pour aller faire la queue à Zara, je veux dire, il faut faire le nombre pour créer notre propre monnaie. Il faut faire le nombre pour être sur nos propres systèmes institutionnels. On n'a pas besoin de la permission. Je veux dire, on peut le faire de suite. Voilà, c'est la pédagogie. J'ai passé mes 25 minutes. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Et c'est une pédagogie qu'on essaiera d'injecter régulièrement. Merci d'avoir écouté et posez vos questions. Posez vos questions, donc il y a une adresse, posez vos questions à Free, et il y a jetonmerci@gmail.com. Ton micro est coupé. Ouais, tu peux rester avec nous parce que il y a Adama et Laurent qui vont arriver, mais tu peux rester parce qu'il va y avoir des questions qui vont arriver. Là, j'en ai vu pas mal de passer. Alors, on va pouvoir rebondir sur les jardins se lèvent sur une question qui a été bossée à Sébastien. Peut-on faire de l'agriculture humaine et en gros rentrer dans l'autosuffisance? Oui. Et le jeton merci peut y aider. Les jardins se lèvent vont y aider. Nous, on est parti du principe qu'à défaut de maîtriser la viande, etc., on peut déjà se nourrir et vivre de légumes. On peut changer nos habitudes demain aussi dur soit-il. Ça peut être changé. Donc oui, ça, on peut le faire. Il y avait d'autres questions avant, mais on y reviendra de toute façon parce qu'on va avoir l'occasion de discuter, de rediscuter encore et de répondre à un tas de choses et de pouvoir vous présenter un peu le travail qui est fait. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans la pédagogie et de ne lancer, de ne matérialiser des idées que quand tout le monde y aura adhéré. C'est en aucun cas de les imposer. Voilà, on est prêt pour la monnaie, pour le jeton merci. On est prêt pour le serious game, la blockchain qui sera certainement peut-être les institutions de demain. On est prêt. Les jardins se lèvent. J'ai encore une demande d'une dame de 67 ans tout à l'heure que j'ai transférée donc sur la cellule des jardins se lèvent où elle propose 5000 mètres carrés qui sont cultivables dans lequel on peut amener des personnes pour faire des jardins donc sur les zones géographiques. On a notre ami Sébastien aussi qui est prêt à fournir des terrains comme il l'a déjà fait en 2008 où il fournissait du lait en direct quand il y a eu cette fameuse grève du lait, etc., etc. Mais, après, oui, quelle idée d'Al-Azhara. Moi aussi, je me suis fâché avec ça samedi, mais on y reviendra à la fin. Si vous avez des questions, Elian est là. Sébastien peut vous répondre à la question peut-on faire de l'agriculture humaine? En attendant d'autres questions, éventuellement, que vous pouvez poser à Elian. Et on peut faire rentrer gentiment Adama et Laurent qui eux aussi vont se présenter et venir échanger avec nous, etc., etc. Seb, vas-y. Bon, Jérémy, je vais prendre un peu la parole, sinon oui. on va te débrancher. Oui, donc moi je suis bien conscient qu'il faut qu'on change notre système, parce que notre agriculture en est la victime. Il faut arriver à créer une économie circulaire, une économie comme faisaient nos grands-parents. Et il faut arrêter de se mettre à genoux devant ce capitalisme. C'est que le problème dans l'agriculture, on a un ministre de l'économie qui s'appelle Bruno Le Maire aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, il était ministre de l'Agriculture, ce brave homme, sous l'ère Sarkozy. Et qu'est-ce qu'il avait trouvé à l'époque quand des agriculteurs comme moi et d'autres, on s'est levés, comme il y a 2 ans avec les Gilets jaunes, les agriculteurs en 2008, ils se sont révoltés. Ils ont décidé un jour de plus fournir le lait aux laiteries. Et qu'est-ce qui s'est passé avec notre brave Bruno Le Maire à l'époque? Eh ben, il a trouvé une façon de nous bloquer, c'est-à-dire qu'il nous a contractualisé avec l'agro-industrie. Il a décidé qu'il fallait qu'on soit pieds et mains liés pour qu'on n'ait plus le droit de grève. Donc, en fait, maintenant, on a juste notre bouche. J'ai juste par le biais de ma bouche la seule arme pour revendiquer, pour se mettre avec le peuple et pour trouver une solution. Il faut renverser la table. Parce qu'on est pieds et mains liés avec ce système. Et le problème, c'est que si demain je décide de faire la grève du lait avec mes collègues, eh ben, je serai obligé de payer le lait que je peux produire, le payer à la grande
à l'industriel. On marche sur la tête. Et quand je vois que ce Bruno Le Maire, là, qui nous a mis pieds et mains liés, hein, à l'époque, il y avait un journaliste qui lui avait posé une question, combien il y a de mètres carrés dans un hectare? Il s'était trompé d'un zéro. Et aujourd'hui, ce brave homme, il est à l'économie. Non, mais on marche sur la tête. Vous voyez bien on est gouverné par des gens qui... Quand on voit Castaner... On n'arrive pas à commander des masques après. Mais ça ne peut plus durer. Donc, c'est une véritable mascarade. Il faut absolument qu'on fasse le nombre. Bien entendu que la seule solution, c'est de travailler comme ils faisaient nos anciens. Il faut arriver à vivre en autarcie, à s'échanger les produits avec une monnaie comme le merci, ou même sans monnaie. On n'est pas obligé d'avoir une monnaie pour s'échanger. Moi, je le vois, je le fais déjà avec des collègues avec qui j'ai combattu au sein du Gilet jaune. Ils viennent me rendre des services. Moi, je leur offre de la viande, je leur offre du lait, et on recrée cette convivialité qu'on avait perdue parce qu'on a tout fait pour nous diviser, pour nous mettre les consommateurs contre les agriculteurs, pour montrer du doigt les agriculteurs qu'on touche des primes et qu'on pollue. Ben oui, malheureusement, je touche des primes parce que je vends mes produits au même prix qu'il y a 40 ans. Et avec le passage à l'euro il y a 20 ans, vu que le franc avait une monnaie très faible par rapport aux d'autres marques, on nous a mis en concurrence les Français avec les Allemands. Et nous, les Français, on rame. Et même avec les subventions, on n'arrive plus à vivre, on survit. Et à force de survivre, eh ben, vous n'arrivez plus à vivre. Il en arrive à un moment où on est des esclaves d'un système. Pourquoi? Parce que les agriculteurs, qu'est-ce qu'on leur fait aux agriculteurs? On leur pique leur terrain. C'est-à-dire, déjà, vous vous êtes rendu compte que depuis l'après-guerre, il y a beaucoup de terres agricoles qui sont parties pour l'immobilier, pour les routes. Il faut savoir qu'en France, on a un département moyen qui disparaît tous les 10 ans en infrastructure routière ou immobilière. Depuis l'après-guerre, on a perdu la région de l'Auvergne en terres agricoles. Donc, tout est fait pour que les agriculteurs disparaissent tôt ou tard. Ils en ont rien à foutre. Eux, ce qui compte, c'est de mettre des biens sur les terres agricoles qui rapportent de l'immobilier. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de tellement nous serrer le pied aux agriculteurs qui veulent nous déposséder de nos terrains. Pourquoi? Parce qu'on a des grands mécènes dans l'industrie agroalimentaire, des gens ultra riches qui ont la filière, c'est-à-dire ils ont les abattoirs, ils ont les grandes surfaces, mais ils veulent être sûrs d'avoir la matière première. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que nous, les éleveurs, qu'on produit du lait ou qu'on produit de la viande, on ait du mal à réussir, qu'on ait du mal à finir nos fins de mois. Donc pour ceux qui voudront pas se mettre la corde autour du cou, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 2 agriculteurs par jour qui se mettent autour du cou, parce que l'agriculteur, qu'on le veuille ou non, il est humain, mais l'agriculteur, c'est du bien de ses parents, c'est des exploitations familiales. L'agriculteur, il veut pas lâcher comme ça. Donc bien souvent, il y en a qui peuvent pas se laisser déposséder, ils sont prêts à se suicider. Mais il y en a d'autres qui sont prêts à lâcher leur terrain pour les Chinois, parce que c'est une manne financière énorme. On l'a vu dans les vignobles, on l'a vu dans l'Allier, et moi je peux pas, j'ai depuis le début, on s'est battu l'année dernière, on se rebat cette année, je peux pas me laisser posséder des terrains, parce que je pense à mes anciens qui se sont battus pour garder l'Alsace et la Lorraine. Moi, vendre mes terres aux Chinois, c'est comme si on recule de 50 ans. On est en train de se faire coloniser. Parce que les Chinois, s'ils viennent en France, j'ai rien contre les Chinois, hein, mais la bouffe, ils vont l'emmener chez eux, ils vont pas la laisser en France. C'est ça le problème. On veut nous affamer, on veut affamer notre peuple. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi on signe les accords du CETA, c'est pour être à peu près sûr d'avoir de la bouffe demain. Mais on en a rien à foutre que ce soit plein d'hormones, on marche sur la tête. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Nous, les agriculteurs français, on est prêts à vous produire des bons produits. Sauf que, que les agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre, à survivre, eh ben, ils prennent la décision de signer un contrat avec l'industriel. Et en signant ces contrats, eh ben, il vend son capital. Il est sûr d'avoir un revenu, mais il vend son capital. Et son capital, il est détenu par l'industriel. C'est pour ça que maintenant, vous voyez souvent des où les poulets sont entassés les uns pour les autres, qu'on leur donne de l'aliment, ils sortent plus dehors. Pareil pour les cochons. Et bien ça, c'est des firmes industrielles qui ont dépossédé les agriculteurs de leur terrain et ils tiennent tout le système. Et ces gens-là, qui sont des mécènes, la DSV n'a pas le droit d'y aller, c'est l'anonymat le plus obscur.
ces grands mécènes, c'est les grands copains à nos responsables politiques, c'est les grands copains aux lobbyistes, c'est le monde financier. Ils nous font crever, nous les agriculteurs, mais vous aussi, ils vont vous faire crever les consommateurs. Parce que vous aurez des produits plus nobles, vous aurez des produits qui seront bourrés d'hormones, bourrés de pesticides, bourrés d'huile de palme. Parce que moi, ce qui me scandalise, c'est que j'ai bien beau fabriquer du lait impeccable, mais mon lait, il faut savoir que mon lait, au bout de 3 jours, il tourne. Mon lait, ça devient du fromage au bout de 3 jours. Hein. Mais vous, les consommateurs, vous avez pris l'habitude d'aller faire vos courses dans les grandes surfaces et qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter du lait, vous allez le garder des semaines dans votre garage. Mais même du lait bio. Hein. Alors que le lait bio, comme mon lait qui est en production conventionnelle, il est fait pour durer 3 jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait les industriels? Eh bien, ils y ont mis des conservateurs, ils y ont mis de l'huile de palme, tout ça. Ils y ont mis des rajouts, mais tous ces rajouts, il n'y a rien de bon pour notre société. Il ne faut pas se donner des cancers. Donc, en fait, on est dans une société où tout est normalisé pour nous détruire et à contrepartie pour enrichir le monde financier, le monde des lobbyistes. C'est pour ça que je suis là. L'agriculteur est très vulnérable parce que l'agriculteur n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à la banque, on reprend un autre coup sur la tête, on paye des agios, on se fait avancer les subventions, on reprend un autre coup sur la tête. C'est pas la solution parce qu'on finit tôt ou tard pieds et mains liés avec ce système. Beaucoup d'agriculteurs sont comme moi, ils sont pris à la gorge. Beaucoup ne disent rien parce qu'ils veulent pas se faire mal valoir, parce qu'ils veulent pas sauver la FNSEA. Moi, parce que quand je fais ça, je dénonce un système. Le problème de l'agriculture, c'est un système. Le seul système qui nous mange, qui nous broie, c'est la FNSEA. Pourquoi? Parce que la FNSEA, ce sont un syndicat qui nous tiennent par les couilles. C'est ça qui est malheureux. Parce que ce syndicat, il est à la tête de agricole, il est à la tête des chambres d'agriculteurs, il est à la tête de tout un système de PAMA, de l'industrie agroalimentaire. C'est les mêmes personnes qui gèrent tout ça. Et eux, ils défendent l'intérêt du pognon. Ils défendent la bourse, là où ça se trouve. Donc, au détriment de l'agriculteur. Et à un moment donné, tous ces pocos là, tous ces gars de la FNSEA, qu'est-ce qu'ils veulent, eux, hein? Ils veulent être au plus près du pouvoir politique. Donc, bien souvent, demain soir, à mon avis, Tu m'entends? On t'entend plus. Oui, je t'entends. Ah. Je pense que demain soir à 19h, va falloir refaire un live pour toi, Elian, parce qu'il y a une interaction de malade sur tout ce que vous avez dit. Il y a aussi des questions, il y a aussi des gens qui connaissent les rouages. Beaucoup de gens sont en train de dire qu'ils comprennent ce que tu dis, que tu as raison, etc., etc. Je pense vraiment qu'il va falloir que demain, si vous êtes partants, messieurs, de 19 à 20h ou 20h30, vous puissiez venir et dès la première minute interagir avec tous ceux qui suivent sur ces sujets, parce que il y a beaucoup à dire. On dira pas tout ce soir. Pour autant, tout ce que tu dis, c'est là depuis que tu as démarré, tu verrais l'interaction, c'est monumental, monumental. Vas-y, reprends. Après, Laurent parlera, c'est ton binôme sur la coordination du jour se lève pour les actions et manifestations. Et puis, on a notre fervent soutien à Dama qui nous défend contre vents et marées depuis le premier jour, qui est là. Mais vas-y, je te laisse reprendre et Sébastien, on passera la main après. Vas-y. Ouais. Jérémy, c'est un tout, notre histoire. Les jardins, la monnaie, l'agriculture, c'est un tout. Parce qu'il faut qu'on combatte ce capitalisme, cet ultralibéralisme. Et il faut faire du protectionnisme. Il faut la protéger, notre France. Putain, mais moi, j'ai honte de voir tous dilapider. J'ai honte de voir notre industrie partir en Chine. Vous voyez bien, pendant la crise, on n'a pas un masque, on n'a plus de médicaments, c'est tout parti en Chine. Et en échange, on donne nos terrains. En échange, vous savez même pas ce qui se passe dans l'agriculture. Toute la Bretagne, tous les agriculteurs qui produisent du lait, ils vendent leur lait à Sodial et à Lactalis. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 5 ans? Ils ont monté des grandes tours de séchage pour envoyer tout ce lait séché, parce qu'ils ne peuvent pas envoyer le lait par bateau ou par avion, parce que le lait, c'est 99,99% de l'eau. Donc, ils l'ont mis dans les tours de séchage, ils l'ont transformé en poudre de lait pour les nourrir les Chinois. Notre production française part à plus de 50% en Chine. Et à côté de ça, on va faire les malins avec les Chinois, mais les Chinois, ils vont nous manger tout rond. Il faut y arrêter, il faut faire du protectionnisme, il faut une Europe forte, problème, on est mal parti avec un euro, avec une monnaie française qui était très faible par rapport au Deutschmark, ça peut pas marcher. Donc, bien entendu qu'il faut faire une économie circulaire au niveau de la France. Et comment voulez-vous y arriver quand on a affaire à des voyous, affaire à des gars de la FNSEA? Qu'est-ce qu'ils veulent, les gars de la FNSEA? Ils veulent finir sénateurs ou députés pour être plus près du pouvoir financier, pour être plus près des Monsanto et des lobbyistes,
pour pouvoir ramasser le pognon au détriment des gars comme moi, des agriculteurs. Moi, je travaille 90 heures par semaine, j'ai pas peur de le dire. Je suis pas là pour me vanter. Mon associé, pareil. On est 2 UTH et demi sur mon exploitation. À 2,5, on fait vivre 15 gars, 17 personnes autour de dans le para-agricole, entre l'amont et l'aval. Hein. Les agriculteurs, ils représentent 3% de la population active. À la sortie, on peut vivre entre 15 et 20% de la population française. Par le travail, par les abattoirs, par l'agro-industrie. L'agriculture devrait être le pilier numéro 1 de la France. Parce que sans agriculture, tout va s'effondrer. Et j'aimerais que les gars comme Macron m'écoutent et qu'ils le comprennent. Parce que, on va crever de faim dans quelques années. Et là, ça va être la réelle révolution, comme on a toujours eu par le passé. La révolution est toujours partie du monde agricole, des campagnes. Mais, voilà, c'est à nous tous. Il faut faire le nombre, il faut qu'on se révolte. Et il faut y arriver, on n'a pas d'autre solution. Donc, je vais couper court parce que Adama, j'ai appris à connaître, c'est quelqu'un de bien. Les mêmes soucis eux, ils ont les mêmes soucis. Moi, je voulais rebondir par rapport à tout ce que tu dis. Franchement, ce que tu dis, c'est juste véridique. C'est incroyable. Comme tu as dit que on est en train de perdre notre richesse, car il ne faut pas oublier qu'avant 1830, on était dans l'économie traditionnelle. C'est à partir de la révolution industrielle, on est passé à l'économie de marché avec l'avènement du pétrole. Ça, faut jamais l'oublier. Maintenant, par rapport à tout ce que tu dis, moi, je parle vraiment à titre personnel. Mes parents ont la main verte. Les amis de mes parents ont la main verte. Lorsque je vais dans mon pays d'origine, qui est le Mali, c'est tous des agriculteurs. Donc, on sait c'est quoi le métier d'agriculteur. Et aujourd'hui, malheureusement, comme tu viens si bien le dire et tu as bien expliqué, le vrai problème, c'est les syndicalistes. Les syndicalistes qu'aujourd'hui qui ont vendu les agriculteurs, qui ont fait en sorte que, exemple, dans la région du Grand Est, du Grand Est, aujourd'hui, on utilise les pesticides à toute patate. Et comme par hasard, on voit que le coronavirus, où il a vraiment pris, c'est au Grand Est. Aujourd'hui, lorsqu'on voit que des personnes meurent par rapport aux pesticides, lorsqu'on voit que les pesticides font des ravages, lorsqu'on voit que les pesticides polluent les nappes phréatiques, lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, on privilégie même plus les circuits courts, c'est pas normal. Alors qu'aujourd'hui, on met des agriculteurs dans une concurrence incroyable. Mais pourquoi, mon ami? Pourquoi c'est possible? Car le constat, aujourd'hui, on le connaît tous. Attends, mon ami, juste fini. Adama. Juste fini. Parce que tu dis, ce que tu as dit, tu as raison. Aujourd'hui, le constat, on le connaît tous. Ceux qui ont la télé, ceux qui ont Internet, ceux qui ont suivi un minimum les gilets jaunes, ceux qui ont suivi un minimum des agriculteurs qui se battent. On connaît tous le constat aujourd'hui. Maintenant, on fait quoi concrètement? On n'a pas besoin de Macron. On n'a pas besoin de Macron. On n'a pas besoin de Macron. Donne-moi à titre personnel. Moi, le respect, je ne demande plus à Macron. C'est fini. On respecte ces gens-là. Je suis d'accord avec toi. Adama, je suis d'accord. Surtout que, regarde, là, on a un ministre d'Agriculture. On ne peut pas dire que il a été sénateur pendant 10 ans dans la Drôme. C'est lui qui a prôné le bio. La Drôme, c'est le département où il y a plus de bio. Il a prôné pour les circuits courts. Il a tout fait bien quand il était sénateur. Depuis qu'il est ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé les subventions pour la reconversion au bio. Il a signé les accords du CETA et du Mercosur. Une fois qu'ils sont là-haut, ils ont le cerveau qui tourne à l'envers de nous. Et ils pensent qu'à une seule chose, c'est ramasser les pots de vin pour faire plaisir aux lobbyistes et au pouvoir financier. Eh ben merci. Donc, je suis d'accord avec toi. Eh ben toi, mon ami. Je suis d'accord avec toi. Regarde, mon ami, t'as vu là, au final, on revient encore au même constat. C'est qu'aujourd'hui, on a des personnes, par des fins électoralistes et par une envie de pouvoir et d'argent, ils retournent leur veste. Aujourd'hui, toi, tu habites dans une zone rurale. Moi, j'habite dans une cité. Moi, on a les mêmes problématiques. Toi, ce que tu produis, je ne le mange pas. Attends, mon ami, ce que toi, tu produis, je ne le mange pas. Car il est transformé, il vient dans mon assiette et qui fait que lorsque moi je mange, je m'empoisonne. Maintenant, là, on est dans le jour se lève. Maintenant, on fait quoi le jour se lève? On se lève tous ensemble, main dans la main, afin de présenter un vrai projet en termes écologiques, en termes de paysannerie. On élève le débat politique, on est force de proposition, on fait des fermes citadines, car ça existe les fermes citadines. Il y en a une à Villetaneuse, il y en a une à Épinay. On ramène les animaux en bas de nos blocs, en bas de nos cités, à côté des dealers si on veut, on en a rien à serrer, mais au moins qu'on ramène les animaux, qu'on soit proche de la nature, qu'on fasse en sorte que nos terres, on fasse en sorte qu'ils soient bien irrigués avec de l'eau propre, de l'eau saine. Mais il faut qu'on soit force de proposition dans le jour se lève. Car le constat, on le connaît tous. Car le constat, ce que tu dis, toi, Jérémy, c'est à toi. Il faut être force de proposition. Quoi qu'il arrive, Adama, messieurs,
je vous annonce officiellement que demain, on refait un live à 19h parce qu'il y a une interaction incroyable. Sébastien, les gens ont besoin de t'entendre. Ils ont besoin que tu développes tous ces sujets. Ils ont besoin aussi d'entendre Adama à côté pour ramener la paysannerie avec des propositions politiques et des solutions viables très rapidement parce que la crise économique, quand la crise sanitaire et soutien à toutes nos premières et deuxièmes lignes, hein, on le dira jamais assez, jamais assez, jamais assez. Soutien aux aides-soignants, soutien au personnel hospitalier, soutien aux éboueurs, soutien aux caissières, soutien aux transports, aux routiers, soutien à tout le monde. Nous, c'est pas nous qui décidons aujourd'hui. Nous, on essaye de réunir le nombre. Enfin, on n'essaye pas, on y arrive. On va réunir le nombre pour faire en sorte d'être un vrai contre-pouvoir citoyen où on sera obligé de passer par nous pour avoir la réalité du terrain, la concertation et la décision pour la rendre à la politique où on leur dira voilà, c'est ça que vous devez faire. Fini les lobbies, fini les transactions frauduleuses, fini le gangrénage, fini les réseaux personnels, fini tout ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et c'est ça qu'on va faire au sein du Jour se lève. Donc, je vous annonce demain, 19h, le live en la présence de Sébastien, en la présence d'Adama, s'il est dispo. Laurent qui va bientôt prendre la parole aussi pour se présenter. Parce que s'il a rejoint le Jour se lève, cette grande famille humaine et citoyenne, humaniste, c'est pas pour rien. C'est que Adama, lui, quand il a présenté le projet, il a dit, moi, j'arrive et je mets mes 2 pieds dedans, comme l'ont fait tous les autres. C'est pas fermé, mes amis. Sachez que c'est ouvert à tous. Aujourd'hui, on a tous la tête dans le jus. On est à peu près 130 ou 135 personnes à bosser en back-office. Il faudrait qu'on soit 10 fois plus nombreux pour répondre à tout ce qui se passe. Donc oui, demain soir, 19h, on va rebondir et taper fort sur ces sujets en la personne de Sébastien et d'Adama. Je vous le promets. Voilà, allez-y, interagissez. Attends, Sébastien, juste pour toi. Juste pour toi, après je te laisse partir en freestyle. T'inquiète pas, je te laisse aller, car il y a une frustration qui se dégage en toi, qui me fait plaisir, la vérité. Tu sais, les agriculteurs, ils subissent la concurrence déloyale par rapport à l'Europe, mais par rapport aux États, et bientôt il y aura le Mercosur. Le Mercosur, ils l'ont pas entériné. Le Mercosur, ils l'ont négocié pendant plus de 20 ans, c'est pas pour l'entériner maintenant, et tu le sais très bien au fond de toi-même. Le CETA aujourd'hui, c'est le Canada qui en profite plus que nous, Français, aujourd'hui. Mon ami, si aujourd'hui les agriculteurs, ils ne viennent pas dans la rue avec nous pour de vrai, si les agriculteurs se cachent derrière les syndicalistes qui se jouent soit leur méconnaissance, soit pas leur manque d'envie de lutter, mais je ne sais pas, c'est un milieu que je connais pas, tu connais mieux que nous. Mais les agriculteurs, la vérité, ils ont le devoir de venir avec nous. Il faut qu'ils arrêtent, moi je vais être franc, il faut qu'ils arrêtent de sortir leur tracteur que pour eux. À un moment donné, il faut dire les choses. Adama, c'est ce qu'on essaye de faire au sein du Jour se lève, que les convergences de chaque métier se réunissent une bonne fois pour toutes pour qu'au plus tard, on s'est fixé une deadline de septembre. Il faut qu'en septembre, on ait réussi à faire le nombre sur tous les secteurs d'activité. Non, mais attends, vas-y. Non, parce que là, on est là dans le Jour se lève. On a la chance d'avoir Sébastien qui est déterminé comme jamais, qui est une force incroyable et qui dit que des vérités depuis tout à l'heure. Mais à un moment donné, nous aussi, on a besoin de faire une jonction. Et le Jour se lève aussi sert à faire des débats constructifs. On élève le débat politique. Car à un moment donné, les gens qui sont là dans le Jour se lève ils ont envie d'avoir des propositions. Des constats, ils entendent sur tous les lives. Et moi, ce que je demande à Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous proposer concrètement? On peut se joindre, cités, villages, grands ensembles, zones périphériques, peu importe, tous ensemble dans la rue, mais avec du concret. C'est quoi les idées concrètes? C'est quoi les propositions concrètes, Sébastien? Adama, sache que déjà, le 1er novembre 2018, je suis sorti avec 50 tracteurs au Puy-en-Velay, le jour où la préfecture a brûlé. Le souci qu'on a eu, c'est qu'on a la FNSEA qui nous a tombé dessus. Elle nous a tombé dessus. Elle nous a manipulé en disant qu'on n'allait plus toucher les subventions. Donc, beaucoup sont rentrés dans la cage. Moi, je suis pas rentré dans la cage. J'ai continué mon chemin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les européennes. Il y a Macron pour calmer la grogne qui montait dans la ruralité. 50 tracteurs, tu sors pas 50 tracteurs comme ça en Haute-Loire. La FNSEA, ils sont incapables de sortir. Moi, j'y suis arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Macron, il a appelé Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Elle lui a dit, oh, arrêtez de suivre les gilets jaunes, arrêtez de suivre ces voyous, arrêtez de suivre ces cassos. Ils sont pas là. Ils sont juste là pour, c'est des mauvais. Arrêtez de suivre. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de prendre le président des jeunes agriculteurs en numéro 3 sur la liste de En Marche
pour calmer le jeu. Beaucoup d'agriculteurs se sont fait trahir. Ils l'ont compris. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? L'agriculteur qui a été élu à l'Europe, là, hein, il s'est bien rempli les poches sur le monde paysan. Qu'est-ce qu'il a fait? 3 semaines après, il a été signé les accords du CETA et du Mercosur. Lui, là, heureusement qu'il n'habite pas vers chez moi parce qu'il est mort, je le dis tout de suite. Il a 200 chez moi. Mais tu vois, moi, pendant le mois de décembre là, 2019, je dis, au mois de décembre 2019, j'ai beaucoup de chaînes qui sont venues de chez moi là parce que vu que j'avais fait un peu j'étais organisateur de la manif du 1er novembre 2018 au Puy, ils sont venus pour un an. Hein. Ils sont tous venus me filmer pendant une demi-heure, à me poser des questions. Et j'ai parlé franco, là, comme avec toi. Je leur ai tout expliqué le problème, tout. Hein. Et ces bandes de guignols, là, qui sont venus, parce que moi j'appelle ça des guignols, ils m'ont fait parler, j'ai tout dit. Ils m'ont fait parler pendant 20 minutes. À la sortie, ils ont fait 2 minutes, comme ils font tous les jours dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, là. Sauf depuis 2 mois, ils le font plus parce qu'avec le confinement. Mais c'est facile, hein, de faire de l'audimat. Tu fais des reportages agricoles. Les reportages agricoles, ça fait de l'audimat. Pourquoi on fait de l'audimat ce soir? Parce que je parle d'agriculture. Ils s'en sont rendus compte. Regarde, il y a les films de cinéma. À chaque fois que c'est sur l'agriculture, ça fait de l'audimat. L'amour est dans le pré, ça fait de l'audimat. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fait 20 minutes avec le journaliste. Il en est sorti 2 minutes à la sortie. Et les 2 minutes, ils m'ont fait dire le contraire de ce que je leur avais dit. T'imagines? Ouais, mais Seb, désolé de te couper. Mais Seb, moi, je vais être cru avec toi. On est là pour parler franco. Oui. Il y a une image qui est donnée. Attends, Seb. Il y a une image qui est donnée que dans les 11 millions d'habitants qui habitent dans les quartiers HLM, on n'est pas concerné par rapport à la difficulté que vivent les agriculteurs. C'est faux. On est concerné. Car la bouffe que vous produisez, c'est nous, on la mange. Sans vous, on ne mange pas en France. Là, ce que je veux pour de vrai, moi, je veux qu'à travers ce live de Jour se lève, que les gens se disent, hey, là, il y a une connexion qui se fait entre un mec d'une cité et un mec d'un village. Et qu'on il y en a plein. Il y en a plein au sein du Jour se lève. C'est ça qu'on arrive à faire, justement. Voilà, et maintenant, pourquoi? Tu sais pourquoi? Quand moi, je vois que le taux de suicide chez les agriculteurs, il est en pleine expansion. C'est incroyable. 3 par jour. Lorsque je vois que la plupart des agriculteurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts financièrement. Alors, comme tu le dis, ils travaillent des 70 heures par semaine. Lorsque je vois qu'aujourd'hui, le circuit court ne fonctionne plus. Lorsque je vois que les agriculteurs qui arrivent à joindre les deux bouts, entre guillemets, c'est ceux qui arrivent à produire plus, mais au détriment de la nature, au détriment de l'air, au détriment des nappes phréatiques. Car on oublie beaucoup les nappes phréatiques, mais aujourd'hui, les nappes phréatiques sont polluées par rapport aux pesticides, surtout dans la région du Grand Est. Là, les Français en ont marre. Attends, laisse-moi finir. Oui. Laisse-moi finir. On en a marre de bouffer de la merde. Pourquoi on en a marre de bouffer de la merde? Car le coronavirus atteint les personnes qui ont faible défense immunitaire. Là, Sébastien, aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, je rêve qu'à travers le Jour se lève, on puisse tous se réunir pour faire une grosse manifestation en septembre. Mais ça a réuni c'est ce qu'on va faire. Cette société. Tous les corps de métier. Adama, je suis conscient que chacun de son côté. On peut plus. Parce que, je vais finir sur ça. Parce que moi, j'en ai marre qu'on puisse penser que les 11 millions d'habitants qui habitent dans les quartiers HLM ne sont pas sensibles à ce qui arrive aux zones rurales. Moi, je parle là au nom de 35 millions d'habitants qui habitent dans les villages de moins de 30 000 habitants. Dans les villes de 30 000 habitants qui habitent dans les villages de moins de 30 000 habitants qui correspondent exactement à 35 millions d'habitants. Et la plupart vivent de l'agriculture, vivent de l'économie traditionnelle. Messieurs, ce que je vous propose, tu as posé une question qui est géniale sur le domaine de l'agriculture. Quelles sont les propositions? Seb, concrètement. Tu restes avec nous jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. On arrêtera. Quand on arrêtera, on fait ce qu'on veut. On est en démocratie, on est libre. Voilà. Donc demain, il y aura un autre live à 19h où Sébastien prendra la parole avec Adama. Et ils vont démarrer, ils vont vous montrer que tout est possible et ils vont vous faire des vraies propositions. Si d'autres personnes veulent rentrer dans ce live, ce sera avec plaisir. Ce que j'aimerais maintenant, Adama, c'est que tu nous présentes notre nouveau frère du Jour se lève. Je voudrais que tu nous le présentes et qu'il prenne un peu la parole. Ça n'empêchera pas Sébastien de rebondir tout de suite après. Mais Laurent était hyper patient. C'est un acteur du changement et de la démocratie depuis longtemps.
Et moi, tu me l'as fait découvrir, je l'aime déjà. Maintenant, je veux que ça soit lui qui prenne la parole, si ça te va. Présente-le nous. Ben, pour rebondir par rapport à Laurent, je vais finir par rapport à Seb. Franchement, la vérité, le sort des agriculteurs, ça me tient vraiment à cœur, la vérité. Et comment t'as parlé, la vérité, t'as fait vibrer mon cœur, car t'as dit que des vérités, surtout par rapport aux syndicalistes. Et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion, même en off, hein, de discuter ensemble et tout, etc. Car ça, c'est des sujets que nous, les jeunes de quartier, les jeunes de cité, on est vraiment sensibles. Car la plupart de nos parents ont la main verte. Et moi, je veux vraiment que tu le comprennes, ça, Seb. Je veux vraiment que quand tu vas parler avec tes villageois, tu leur dis, hey, j'ai parlé avec un mec de cité, ils ont besoin qu'on va avec nos tracteurs dans les cités, qu'on leur fasse de la sensibilisation dans les cités. Il faut qu'on arrête d'avoir cette division invisible qui nous ralentit dans les luttes sociales. Bon, là, ça, c'est fini. Ensuite, Laurent, pourquoi Laurent, je voulais vraiment qu'il intègre Le Jour se lève? Car Laurent, c'est une des rares personnes qui est venue vers moi sans regarder ma condition. Parlons cru, parlons clair, parlons simple. Laurent est un vrai lutteur qui a vraiment lutté au point de faire de la prison. Et c'est très rare qu'aujourd'hui, moi, je rencontre des personnes qui ont lutté pour le bien commun, pour faire en sorte que le commun des mortels, le français, la française puissent avoir des vrais jours heureux au point d'aller en prison. Moi, j'ai fait des gardes à vue, mais je ne suis pas allé en prison. Laurent est une des rares personnes à me donner des conseils avec le cœur. De me dire, Adama, fais attention à ça. Adama, fais attention à ça. Adama, tu m'as redonné du boum au cœur. Laurent, c'est l'image français que moi, je rêve d'avoir à l'échelle nationale de 67 millions d'habitants. Le vrai français humaniste qui regarde que tes actions, qui regarde que les faits, qui regarde que le concret. Laurent est la personne qui habite dans un village, mais qui a compris qu'il a besoin d'une personne qui habite dans une cité pour faire que un est indivisible face au gouvernement français. Laurent, il a compris que notre seul adversaire, à nous quatre là, c'est le gouvernement français. C'est l'Osbir. Laurent, il a compris que on va plus demander le respect à Macron. On va plus demander à Macron de venir solutionner nos problématiques. Laurent, il a compris que nous, on va s'organiser économiquement, financièrement et politiquement. Laurent, c'est un vrai frère. Laurent, c'est ça. J'aime et je voulais vraiment qu'il intègre Le Jour se lève car il a énormément de choses à dire. Mais cette personne-là a été pointée du doigt, a été dénigrée, a été mal entendue car il disait que des vérités. Malheureusement, dans ce bas monde, ceux qui disent les vérités haut et fort, ils sont toujours pointés du doigt. Eh bien, j'espère que Le Jour se lève va permettre à des personnes comme Laurent, à des personnes comme Sébastien, à des personnes comme moi, de pouvoir s'émanciper à travers Le Jour se lève. Laurent, je t'aime, mon frère. Je t'aime pour de vrai. Merci, Adama. Laurent, prends la parole, s'il te plaît, et on la reprendra quand toi, tu auras dit ce que tu as à dire. Il n'y a pas de problème. Ben, je vais me présenter un petit peu. Déjà, je voulais rebondir sur l'agriculture. Les chiffres, parce que dans les marches, les protestations que j'ai faites et tout, c'est 40% des agriculteurs qui touchent moins de la moitié du seuil de pauvreté. 40%. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Moi, je me suis réveillé avec les Gilets jaunes. Ça faisait un moment que j'avais décroché, ça faisait plusieurs années, j'avais décroché avec le référendum sur l'Union européenne. On a eu un référendum sur l'Union européenne et on a tous dit non sur la constitution de l'Union européenne. On a tous dit non et on nous l'a imposé par décret. Sarkozy nous l'a imposé par décret. Moi, à ce moment-là, quand j'ai vu que personne sortait dans la rue, que ça scandalisait pas plus les gens que ça, j'ai dit stop, c'est bon, moi j'arrête. Je participe plus. Je me suis retiré, moi. J'ai préféré être pauvre au RSA, malgré que j'ai un CAP, un BEP et un bac pro de charpentier, que j'ai eu une entreprise, que j'ai eu à piloter des gars comme chef de chantier. J'ai été formateur éducateur spé dans un foyer aussi. J'ai fait ça pendant une année. J'ai décroché, j'ai dit c'est bon, je participe plus, moi. C'est bon. Allez, les Français, ils veulent pas se réveiller. Là, on s'est fait violer parce que on s'est fait vraiment violer à cette période-là. Et d'ailleurs, tout ce que nous subissons aujourd'hui comme politique qui est amer, c'était écrit dans cette constitution-là. Et on avait bien fait de la rejeter. Et on nous a violés. On nous a carrément violés. Et quand j'ai vu les Gilets jaunes, qui n'était pas une manifestation corporatiste, que c'était pas la grève des boulangers ni celle des charcutiers, mais que c'était vraiment un peuple qui s'était levé et qui s'était levé avec la bannière de la citoyenneté, parce que le gilet jaune, ça a été quand même ça. C'est quelque chose qu'en manif, dans une convergence des luttes, avec des syndicats,
j'ai replacé le gilet jaune en le disant que le gilet jaune, c'était une bannière de la citoyenneté. Et que la citoyenneté, c'était la valeur qu'il y avait au-dessus des corporatismes, qu'ils soient syndicaux ou politiques, et au-dessus des communautarismes, qu'ils soient sexuels, ethniques, religieux, etc., etc. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'on n'en a plus besoin de ce gilet jaune. Aujourd'hui, peut-être que simplement, justement, cette citoyenneté, elle doit être notre bannière. Et pour pas se perdre, il faut qu'on avance dans l'humanisme. Et ça, il faut qu'on arrive tous, chacun dans notre expérience, comme Sébastien du côté des agriculteurs ou Adama du côté des quartiers, à justement emmener le message que c'est pas une utopie, c'est la solution. C'est la solution. Il faut qu'on en soit convaincus, nous, et nous, on est des gens qui en sont convaincus. Et maintenant, notre devoir à nous, je pense que c'est aller mettre dans la tête des gens, de ceux qui font pas partie de notre bulle, que l'humanisme, on n'en aura pas le choix. Vous voulez vous sauver, c'est avec vous que vous allez vous sauver. Regardez les expériences qu'on partage, l'éducation qu'on se donne tous les uns aux autres, finalement, dans ce qu'on est en train de faire là. Et c'est vrai que quand on va sortir pour faire la manifestation, il faut qu'on soit identifié comme ça. Il faut qu'on dise, ah ben, ces gens-là qui sortent, c'est les humanistes. Voilà. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Après, moi, j'ai poussé, donc depuis le début des Gilets jaunes, j'ai, par exemple, la liste de revendications des Gilets jaunes, j'ai même pas participé. Je l'ai même pas regardé au début, j'ai même pas participé à sa construction parce que je savais pertinemment qu'il allait en sortir quelque chose d'intelligent, de pas plus prétentieux, de juste normal, légitime, ce qu'ils ont demandé. Mais je savais déjà pertinemment que de toute façon, ils n'allaient pas être écoutés. Et j'ai commencé à parler comme ça à mes concitoyens en leur disant, de toute façon, il faut comprendre comment ça marche. Et si aujourd'hui, on prend des choses simples, mais si on dit qu'on est en démocratie aujourd'hui, pourquoi on peut dire qu'on est en démocratie aujourd'hui? En démocratie, ça veut dire que tout est fait, toutes les lois sont décidées en notre nom. En notre nom, nous, citoyens. On est quand même d'accord avec ça. Il n'y a pas de piège. Sinon, on ne serait pas en démocratie si ce n'était pas fait en notre nom. Donc, c'est nous les patrons. Maintenant, où se décide la loi? La loi, elle se décide à l'Assemblée nationale. Qui sont nos représentants à l'Assemblée nationale qui ont le vote sur la loi en notre nom? C'est les députés. Et moi, à partir de là, j'ai axé justement cette lutte-là c'est les députés. Alors, j'ai tourné la lutte dans tous les sens. Je suis arrivé à faire même une pétition pour la destitution de nos députés de la République en marche, parce qu'on en a 2 dans le 04, des pétitions qui étaient réservées aux administrés de la première circonscription et aux administrés de la deuxième circonscription. Pour qu'arriver à un moment donné, en sachant que sur 65 000 administrés d'une des 2 circonscriptions, cette personne-là a été élue avec 14 000 votes. Ben, si on en a 10 000 déjà à lui dire qu'on veut plus d'elle, ça ressemble à quelque chose. Et ça nous donne une légitimité. Finalement, cette pétition, c'était plus un vote populaire. Vous voyez? Et à ce jeu-là, j'ai tout utilisé. J'ai parlé à tout le monde. Quand, avec la force des Gilets jaunes, quand il y avait l'association des maires de France qui se réunit, où il y a plus de 70 maires, l'association des maires ruraux de France assisteront, bon, ben, on arrive à se donner une tribune. Et on arrive à emmener ce discours-là il faut un changement. Ce changement, on ne compte pas sur le régime républicain pour l'avoir, on compte sur la démocratie. Nous, on ne veut pas une énième république, on veut une première démocratie. Une première démocratie. Voilà. Bon, j'ai poussé le bouchon assez loin. Donc, je me suis par exemple, pendant le grand débat, le discours, bon, ceux qui arrivent des Gilets jaunes, ils le savent, le discours, c'était, ouais, non, mais c'est une supercherie, ça sert à rien. Oui, c'est sûr, c'est une supercherie, ça sert à rien. Mais allez-y, venez, on l'utilise comme tribune. Et moi, j'ai utilisé chaque fois comme tribune le grand débat. Quand il y avait les députés qui étaient invités, j'ai pu avoir en face Madame Boyer, qui est la députée de la première circonscription des Hautes-Alpes. J'ai eu Madame Domézet en face, à qui j'ai pu leur dire justement qu'on voulait plus d'eux, qu'on voulait une première démocratie, et en emmenant toute la raison qu'il y a derrière. Et en démontant leur démagogie, en démontant finalement la novlangue qu'ils ont, c'est trop facile. Puis de toute façon, ils sont que là pour réguler une certaine prédation, finalement.
nos députés. Parce que les lois qui sont proposées, qui leur sont proposées, c'est des lois de prédation. Il n'y a pas de loi humaniste. Donc, ils sont là, ils sont quand même embêtés. Et quand on amène un discours justement humaniste, et qui doit être le seul vrai, hein, à ce moment-là, c'est dur de contrer ce discours-là et de les mettre facilement en défaut. Donc, c'est allé jusqu'au point où Madame Domézel, qui est la suppléante de M. Castaner, parce que M. Castaner a d'abord été député de la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence. Ensuite, il a été nommé porte-parole du gouvernement. Et ensuite, il a été nommé ministre de l'Intérieur. Donc, il fallait quelqu'un pour le remplacer au sein de sa circonscription. Et à ce moment-là, c'est Madame Domézel. Madame Domézel a finalement fini par déposer plainte contre moi. Donc, pour 2 chefs d'inculpation. Donc, comment c'était provocation au délit non suivi de crime, une chose comme ça, 4 ans de prison, 100 000 euros d'amende. Et intimidation envers un élu afin qu'il s'abstienne ou qu'il exerce ou qu'il s'abstienne d'exercer une fonction de son mandat. Ça, c'est 10 ans, c'est 100 000 euros d'amende. Voilà. Ce qui est hallucinant, Laurent, c'est que même en quelques minutes, les gens voient que tu fais partie de ces humanistes constructifs, qu'en aucun cas tu es là pour casser, tu es là pour être violent, tu n'es pas agressif, tu n'as même pas de discours grossier à leur égard, alors qu'ils t'y ont mis au placard quand même. C'est quand même hallucinant. Ouais, ils m'ont mis au placard, ouais. Ils m'ont mis au placard. Mais ça, après, on peut en tirer toutes les interprétations. Il y a les faits, les faits sont là. Et donc, j'ai été convoqué en garde à vue. Et 2 jours après, le lendemain d'un jour férié, donc d'un 1er mai, et j'ai fait 24 heures de garde à vue avec un avocat de Marseille qui n'a pas voulu se faire de publicité, mais qui m'a défendu gratuitement du début jusqu'à la fin. Ça, il faut savoir qu'il y a quand même des gens comme ça parmi nous. Il y a quand même des gens comme ça. Et avocat d'affaires, hein, le gars, c'est pas un avocat pénal, mais il a défendu des dizaines de gilets jaunes dans la vallée de l'Ubaye et dans le Var et dans le Vaucluse, et il l'a fait gratuitement. Vous voyez? Comme quoi, ces gens-là, moi, ils me donnent espoir. Ils me donnent pas envie de lâcher. Je peux pas lâcher quand je vois ces gens-là. Quand je vois même comme Maître Sophia Salmoran, je peux pas lâcher. On peut dire des choses sur elle. Moi, je suis convaincu, par exemple, que si ça arrêtait de tirer au LBD comme ça tirait au début au LBD dans les manifs, c'est parce que elle a fait la démarche d'aller déposer plainte au CPI, à la Cour pénale internationale, et qu'à la Cour pénale internationale, même s'ils n'ont pas encore travaillé sur les dossiers, ils se sont quand même retournés vers le gouvernement français en disant, oh, il va falloir vous calmer avec vos LBD, parce que là, ça y est, il commence à y avoir des plaintes contre vous. Bon, ben c'est pour ça, on est fort de cet humanisme à toutes les échelles de cette société. C'est ça qui est excellent, et c'est ça qu'il va falloir qu'on travaille. Et donc j'ai fait 24 heures de garde à vue, renouvelé 24 heures. Ça tombe un vendredi, il y a une comparution immédiate le mardi, il faut statuer de ce qu'on fait de moi. Casier judiciaire vierge, j'ai jamais mis les pieds dans un tribunal. Hein. Ils ont statué qu'il fallait me faire 4 jours de préventive au Beaumet à Marseille pour attendre mon procès. Vous voyez? Donc, j'ai fait 4 nuits, 5 jours, 4 nuits de préventive à Marseille. Et je suis arrivé à mon procès. On a fait 2h30 de procès. On a été obligé de leur faire parler de Condorcet, des Lumières, de la Révolution française, de la légitimité du député, de son rôle, et tout ça relaxé. J'ai été relaxé. En moins de 2 mois, j'étais de retour en cours d'appel à Aix-en-Provence. Et 2 mois, hein, je veux dire, si ceux qui sont allés en appel, ils savent qu'entre la première instance et l'appel, normalement, il y a 8 mois jusqu'à 2 ans. Là, en moins de 2 mois, j'étais en cours d'appel à Aix-en-Provence. Et à Aix-en-Provence, ils ont confirmé le jugement de première instance, relaxé une 2e fois. Ici, dans le 04, j'ai acquis une légitimité. J'ai acquis une légitimité et j'irai justement après les présidentielles, à moins qu'il se passe quelque chose, que l'Assemblée nationale est dissoute là maintenant. Mais on ne sait jamais. Hein. Mais j'irai. Je me suis engagé, Laurent.
Laurent, Voilà. je me suis engagé pour que moi, au plus tard cette année, c'était dissous et qu'on déclenchait certaines réécritures de la Constitution pour redonner le pouvoir au peuple. Je me suis engagé. Si en Voilà. septembre c'est pas fait et qu'il n'y a pas eu une belle manif avec le personnel Oui. hospitalier et tout, je me montre plus et je retravaille en local. Donc moi, je Carrément. suis engagé à mort. Hein. J'ai mis mes œufs dans le même panier. Hein. Ah ouais, Mais- c'est fait. En tout cas, moi, j'ai déjà averti les gens du 04 de la deuxième circonscription que quoi qu'il en soit, ils pourront compter sur moi pour les législatives qu'il y aura après les présidentielles. Et que, ben, ça y est, on peut plus douter de moi. Je veux dire, je fais partie des gens, on peut plus douter de moi. On sait très bien que je serai le bon agitateur, que je suis celui qui va permettre dans la circonscription à agiter le débat, à ramener le vote des administrés à l'Assemblée nationale et non pas voter moi en leur nom. Tout ça, je l'ai acquis. Et ça fait un moment, donc depuis que je suis passé en procès, où j'essaie de convaincre comme ça les autres circonscriptions de leur dire, mais putain, choisissez des gars qui sont les bons agitateurs et emmenez-les à l'Assemblée nationale par la députation. C'est comme ça que vous allez les contrer, puisque les lois, elles se font là-bas. Les lois, elles se font là-bas. On s'en fout de qui va proposer une loi, même si elle est mauvaise, du moment qu'elle n'est pas acceptée. Et c'est qui fait ça? C'est nos députés. Donc, il y a vraiment quelque chose à réussir. Il faut qu'on se serve de cette présidentielle comme une vraie tribune pour amener l'idée que on est des humanistes, c'est pas une utopie, on peut construire un monde différent. Arrêtez, tu vois, ça c'est tout le travail qu'on a à faire jusqu'à la présidentielle et que la présidentielle, elle serve en plus de tribune à ça. Mais après, si on n'arrive pas à renverser tout ça, qu'on est obligé de jouer avec les règles de la Ve République, c'est derrière à la députation qu'on pourra essayer de bloquer quelque chose. Voilà, Laurent, franchement, vas-y, Adama, je t'en prie. là, voilà, Laurel a raconté son histoire de terrain, son histoire de lutte, son histoire afin d'élever la voix de la majorité silencieuse. La culture du silence nous a tués de nos villages et de nos cités. Laurent a fait de la prison malgré lui. Jusqu'à preuve du contraire, ce qu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas d'exprimer son mécontentement par rapport à des agissements de certains députés. C'est exactement l'article 15 de la Déclaration du l'homme et du citoyen. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il a fait de la prison. Faire montrer que tout le monde peut faire de la prison. Aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos cités, on nous pointe du doigt car on est des racailles parce qu'on a fait de la prison. Faire montrer que personne aujourd'hui est à l'abri d'aller en prison. Personne est à l'abri à partir du moment où il lutte d'éviter la prison. Car le problème de la prison, la plupart des personnes qui vont en prison, c'est par rapport au régime républicain qui est trop répressif. Et c'est pour ça que le jour se lève. Le jour se lève pour créer une réelle démocratie en France. Le jour se lève pour donner l'opportunité à tout un chacun de pouvoir raconter son histoire personnelle pour le mettre au service d'un collectif. Et lorsque Jérémy dit qu'en septembre, le soulèvement il est possible, Jérémy n'a pas les armes pour faire le soulèvement. Mais Jérémy sait que en France, il y a une réelle volonté de faire un soulèvement, désolé. Et le jour se lève avec le chien qui est là présent avec Jérémy, même les animaux, on est tous ensemble afin de vraiment soulever le peuple. Alors, autour d'un projet communiste. Donc voilà, tu peux préciser que non seulement on va y arriver, mais ça sera sans armes ni violence. Hein. On a juste besoin du nombre pour se faire entendre. En sachant qu'en plus, on est en train d'organiser une sécurité par rapport à tout ça. Et on ne plaisante pas quand on vous dit ça. En mois de septembre, alors pourquoi le mois de septembre? Simplement par rapport à toutes les premières et deuxièmes lignes qui ont la tête sous l'eau. J'avais encore notre ami Sandjeji il y a 48 heures au téléphone, qui était pas bien et qui me dit, voilà, on n'a pas les moyens de subir une deuxième vague. On n'a pas les moyens de continuer comme ça encore des mois. On est déjà à bout de souffle. On ne tiendra pas. Ça veut dire quoi? Le message, il est clair de la part du personnel hospitalier. En plus de ne pas être reconnu, d'avoir été opprimé au sein des Gilets jaunes ou même à l'extérieur, au sein de leur propre corporation, aujourd'hui, ils en peuvent plus. Donc, eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on respecte les gestes barrières, que quand on sort, on mette nos casques, qu'on respecte toutes ces règles-là afin qu'on puisse endiguer cette crise sanitaire et que, une fois qu'elle sera endiguée, eux vont y aller, comme les Gilets jaunes iront, comme les quartiers, comme les citoyens lambda, comme les agriculteurs, et qu'on puisse faire une convergence. On s'est fixé septembre. Si ça peut être avant, ça sera avant. Si c'est un petit peu après, ça sera un petit peu après. Mais on a besoin d'être tous unis. Il est inutile d'aller faire vivre une répression et d'aller au charbon à 3 000, à 10 000, à 100 000. On sera foutus et on va passer pour des guignols parce qu'on laissera d'autres personnes passer un message qui n'est pas le message de l'unité et des vrais besoins des citoyens. On passera pas le message où on dira voilà, aujourd'hui, vous ne nous représentez plus.
redonnons le pouvoir au peuple. Vous voulez rester en place? Qu'à cela ne tienne, vous nous donnez le pouvoir de décision tout de suite maintenant. C'est nous qui allons vous dire ce que vous avez à faire. Et c'est ça, le jour se lève. Maintenant, je tenais à rebondir là-dessus en vous présentant une autre personne que beaucoup connaissent, qui fait partie du jour se lève depuis le début et qui travaille sur des sujets, qui est référente sur des sujets et qui va nous sortir bientôt des propositions, des solutions. Je vais pas en dire plus, je vais laisser Poussy se présenter. Enfin, tout du moins se présenter et dire ce qu'elle va faire et sur quoi elle travaille au sein du jour se lève. Bonjour Poussy, heureux de te voir, malgré tous tes problèmes de santé. Parce que je sais que c'est dur pour toi. Vas-y. Ton micro est coupé. C'est bon. On t'entend pas, Poussy. Ton casque, peut-être? Peut-être ton casque? Allez, ça va venir. Ça va venir. Non, encore. Ah, on t'entend pas. Ah là 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 là. Si on n'arrive pas à t'entendre ce soir, demain dès 19h, tu interviens avec Adama et Sébastien et Elian. Vous prendrez le live dès le départ. On t'entend pas du tout, Poussy. Allez, on te laisse encore quelques secondes. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui sont contents de te voir. Non, non, on n'entend pas. Ah, messieurs, vous l'entendez, Poussy? Non. Non, hein. Poussy, si on t'entend pas, ce que je te propose, c'est de venir dans le live demain soir à 19h avec tout le monde. D'accord? C'est toi qui démarreras. Comme ça, tu pourras parler de la cellule de travail que tu es en train de constituer. Je vais vous en dire deux mots quand même parce que Poussy est là et elle avait envie d'intervenir alors que elle est un peu affaiblie en termes de santé depuis plusieurs semaines maintenant et que c'est pas facile. Pour autant, le temps qu'elle a, le peu d'énergie qu'elle a, où elle se fatigue vite, elle continue. Poussy, elle travaille sur toutes les personnes qui étaient déjà en difficulté. Je parle des chômeurs, des gens en RSA, des personnes isolées, des handicapés, et j'en passe. Et elle est en train de elle est en train de relever un tas de choses. Alors, au sein d'associations, au sein de, donc des ronds-points du cœur, mais pas que, avec John Ferrandin, Titi, etc., etc. Elle est en train de relever tout ça. Elle travaille notamment aussi sur les dossiers CAF pour les aider à obtenir leur dû. Et tous ces gens-là qui avaient déjà la tête sous l'eau, on en a conscience. Depuis la crise sanitaire, c'est encore pire. Et depuis toutes ces lois, toutes ces ordonnances qui sont passées, les gens qui avaient 500 € par mois d'aide, ils ont plus que 200. Ceux qui étaient au chômage, qui gagnaient 900 000 € par mois, on est en train de leur sucrer leurs droits, ils ont plus rien. Enfin bref, le gouvernement est en train de faire en sorte, comme il l'a toujours fait, de mettre les gens dans une radicalité et une colère pour éviter qu'on prenne le temps du recul pour s'unir et proposer et faire une force de proposition citoyenne humaine et constructive. Parce qu'on va pas arriver en disant ouais, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. On va le faire, ça. Mais il faut arriver aussi en disant faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Voici les options que nous avons pour le faire. Qu'on nous dise pas c'est pas possible, nous on n'est pas légitime. Et le nombre est important pour ça. Poussy, est-ce que tu peux, ça fonctionne? Ah, toujours pas. Ah, que c'est frustrant. Il aurait fallu, voilà pourquoi on fait des essais avant de démarrer pour être sûr de régler tout ça. Poussy, ce qu'on va faire, c'est soit ça fonctionne et tu prends la parole, soit ça ne fonctionne pas. Et demain, tu seras avec nos amis, nos frères, nos sœurs, sur le live de 19h. On aura fait les essais avant avec Mathieu et l'équipe. Et il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Tu peux réessayer le temps qu'on discute. Alors, on va voir Bruno aussi qui va rentrer parce que Bruno, depuis le début, relève toutes les questions auxquelles les réponses n'ont pas été suffisamment claires par rapport à la redondance des questions qui reviennent. Et il va me les poser, il va me les enchaîner les unes après les autres. Je vais faire en sorte d'être très très court, hormis si les questions nécessitent que c'est un peu plus long. Messieurs, vous avez le droit d'interagir sur ces questions-là. Aujourd'hui, le jour se lève, c'est pas Jérémy Clément, c'est tous les gens de bonne volonté, tous les humanistes. Donc, la réponse que je peux donner, elle peut être différente ou similaire, peu importe, mais vous avez le droit d'intervenir. OK? Hein, c'est pas le groupe de Jérémy Clément, arrêtez avec ça. C'est le groupe de tous les citoyens constructifs, de tous les humanistes. Voilà. Ah, je parle trop fort, mon épouse dit, donc il faut que je parle moins fort. Voilà, merci chérie. Merci beaucoup. Ouais, moi Jérémy, moi je vais te laisser faire le que sur réponse. Prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine ou à demain soir.
Demain soir. Prenez soin de vous. Au pire des cas, dimanche prochain, comme tous les dimanches, on est ensemble, le jour se lève. Sébastien, t'es un bon, reste le même. Hein. Je t'aime, mon frère. On est ensemble. Ciao. Bon, je suis très fier. Je suis fier d'avoir discuté avec toi, d'avoir pu la campagne et la banlieue. Ah, mais c'est super. Pour leur prouver on va leur prouver qu'on est indivisible. Indivisible. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'y arriveront pas. Mais non, ils n'y arriveront pas. Sébastien, quoi qu'il arrive, demain, vous faites le live ensemble avec Poussy, avec Adama. Je pense qu'Adama sera disponible. Elian aussi devra revenir parce qu'il y a pas mal de questions qui sont restées en suspens et il a beaucoup à dire. Après, ça peut être d'autres personnes du jour se lève, mais là, Sébastien, je le savais, ça fait plus d'un an. Alors, il faut savoir que la Première Démocratie, c'est une association qu'on a déposée il y a un peu plus d'un an maintenant. On a déposé le nom et autres. Maintenant, on n'est pas stupide. On cherche pas à s'approprier quelque chose, car nous ne sommes pas les seuls à interagir sur la Première Démocratie ou autre. Je veux dire, on l'a déposé, mais on n'embêtera personne pour utiliser la Première Démocratie. Aujourd'hui, la Première Démocratie, il n'y a pas que le jour se lève qui veut la Première Démocratie. Il y a un tas de gens, un tas de citoyens et un tas d'associations. Donc, on l'a déposé, mais c'est pour tout le monde. Le principal, c'est de s'unir. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Bruno, je te laisse te présenter. Seb, tu peux rester avec nous si tu veux interagir sur les questions, il n'y a pas de problème. Et puis, on va terminer là-dessus pour ce soir et ce sera demain soir à 19h. Jérémy, s'il y a 2 ou 3 questions sur l'agriculture, je veux bien répondre. Parce qu'après, il faut que j'aille. Je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas. On n'a pas eu le temps de se concerter comme on voulait sur tout ça. Donc, on va faire du freestyle en essayant d'être le plus court possible. Voilà. J'ai vu une question passer déjà sur les jetons merci. On vous a mis la boîte mail. Voilà, elle est là. Donc, question à Jérémy Clément pour le jeton merci. Est-ce qu'il y aura une liste ou page internet ou autre où on pourra retrouver tous les utilisateurs? Ah, mais l'avantage de la blockchain, c'était d'une transparence sans filtre. C'est-à-dire qu'on soit 10 000, 1 million, 10 millions, des milliards à l'utiliser, vous avez accès, en fait, chaque personne qui l'utilise a accès en toute transparence à tout ce qui se fait en termes de transactions ou en termes d'échanges ou autre. C'est d'une transparence. Je veux dire, si quelqu'un veut se cacher pour quelque chose de malsain, il ne pourra pas utiliser ce genre d'outil parce que c'est complètement transparent. Plus que 100%, on va dire même 1000%. Voilà. Bruno, la parole est à toi. Merci d'être là depuis le début. Coordinateur, donc des modérateurs, plus plein d'autres sujets où tu interfaces parce que tu nous fais profiter de ton expérience. Bonsoir à tous. On a fait cette mise en place avec Jérémy parce que on avait au sein des modérateurs beaucoup de retours, de questions qui n'étaient pas, où il n'y avait pas eu de réponse très très claire. Et il semblait qu'il était judicieux que Jérémy puisse apporter quelques précisions. Alors, j'ai relevé quelques-unes de ces questions et on va commencer, on va éviter de perdre du temps. Donc, Jérémy, tu as accepté dans ton live du 7 mai dernier l'invitation de Jérôme Rodriguez pour un live qui a été annulé. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner la raison de cette annulation ? Ouais, bien sûr. C'est exactement à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu quelques départs chez nous de gens un peu influents, un peu connus. Quand il a vu le remue-ménage qu'il y avait, il m'a envoyé un message en me disant que, au vu de tout ce remue-ménage, il préférait reporter ça à plus tard. Lui-même a des pressions sur ses épaules et je pense qu'il n'a pas voulu s'en rajouter. Maintenant, Jérôme, il est tellement crédible à mes yeux, pas qu'aux miens, qu'il peut tout se permettre. Il aurait même pu me dire, je suis fatigué, salut Jérôme, on se verra plus tard. Ça m'aurait pas posé de souci. Donc ça se fera. On échange ensemble, pas qu'avec Jérôme, mais on échange. Voilà, il y a beaucoup d'échanges avec beaucoup de monde, donc aucun souci pour ça. J'ai compris tout à fait sa démarche. Si j'étais venu dans son live, peut-être qu'on aurait passé plus de temps à répondre à des questions de qu'est-ce qui se passe en back-office parce qu'il y a eu 3 jours un peu d'orage. Qu'est-ce qui s'est passé en back-office? Et comme on n'est pas là pour faire de la polémique, ni lui, ni moi, ni personne d'autre, il a préféré décaler, donc j'ai pas insisté. Ça se refera. Hein. On s'est encore parlé hier, il n'y a pas de souci, tout va très bien. Voilà. Première question. Il y en a que des comme ça? Oh, tu vas voir. Dans un autre live, non, dans le même d'ailleurs, tu as dit que moi, que tu sois blanc, vert, jaune, noir, hétérosexuel, homosexuel, unijambiste, handicapé, cancéreux, je m'en fous. Point. Tant que tu respectes ton prochain, moi ça me va, et c'est sur cette base que l'on a construit Le Jour se lève.
certaines catégories de population ont pu mal prendre tes propos. Peux-tu éclairer ta pensée? Déjà, je m'excuse parce que j'ai oublié les cadres, j'ai oublié les mères isolées, j'ai oublié les malvoyants, j'ai oublié tellement de gens. Quand je disais je m'en fous, en fait, c'est que peu importe tes sensibilités, tes origines, ta culture, ton éducation, ta classe sociale, etc., etc. Tant que tu veux, non pas par la violence et les armes, mais bien par une intelligence collective et le nombre, rejoindre Le Jour se lève, tu es le bienvenu. C'était ça que je voulais dire. Voilà. C'est beaucoup plus clair comme ça, effectivement. Oui, oui, c'est bien. Est-ce que tu as la possibilité de nous parler un peu de l'article 3 et 89 de la Constitution? Alors, il y a beaucoup d'articles. Il y a l'article 1, il y a l'article 6, il y a l'article 3, il y a l'article 89. En fait, plutôt que de parler que de ces articles-là, ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un exécutif qui bafoue complètement la Constitution et qui, sur certains articles, les utilise pour lui et pour leur autarcie, pour cette super élite, ces gens qui ont tout compris alors que nous ne sommes rien. Et ce que je veux dire, c'est que dès qu'on sera tous unis, chaque métier, chaque citoyen, etc., et qu'on aura compris qu'on ne peut pas compter sur les partis traditionnels qui arrivent en fin de vie, ça n'empêche pas, et ça j'insiste là-dessus, qu'il y a de très bons politiques au sein de tous les partis politiques, sauf qu'ils sont étouffés par ce gangrénage du système. Si demain on arrive à s'unir, à faire dissoudre l'Assemblée nationale, en sachant que depuis peu, Emmanuel Macron, bon, même s'il va se faire aider du MoDem, n'a plus la majorité depuis hier. Si on arrive à dissoudre l'Assemblée nationale et à mettre la pression sur l'exécutif pour que, si on ne l'emmène pas à la démission, on l'emmène sur la réécriture de quelques articles, notamment l'article 89, qui serait de lui retirer les pouvoirs pour les redonner au peuple, et ben déjà on aura fait un pas en avant pour pouvoir redistribuer les cartes et faire en sorte de pouvoir remettre la prise de décision sur les citoyens et les humains en général. Voilà. Bien. Alors, tu as fait une promesse, c'est d'être en back-office dans Le Jour se lève. Alors, on te voit beaucoup, c'est pas vraiment du back-office. Alors, pourquoi et qu'est-ce que tu entends par là? Alors, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai une éducation, j'ai toujours été dans la servitude. Je prends beaucoup de plaisir à aider mon prochain. Voilà, je prends plus de plaisir à m'occuper des autres qu'à m'occuper de moi-même. Bon, les années ont passé et j'essaie de créer un équilibre parce que je suis père de famille aussi. Mais moi, j'aimerais beaucoup faire en sorte que je sois pas obligé de me montrer pour que des lives fonctionnent. J'aimerais beaucoup que on ait des personnes émergentes comme Sébastien, comme toi, Bruno, comme Elian et plein d'autres, parce qu'il y a plein de gens en back-office au sein du Jour Soleil, mais aussi dans les commentaires, on voit qu'il y a des choses hyper pertinentes qui sortent de partout. J'aimerais beaucoup que ce projet puisse être porté par des dizaines et des dizaines, voire des centaines de messagers, de porte-parole, autres que moi. Et ça demande un travail de fond. Donc oui, on voit encore beaucoup. Mais quand je vois l'interaction qu'il y a eu sur Elian et Sébastien tout à l'heure, demain soir, il n'y aura pas besoin de ma présence. Demain soir, je vais pouvoir être pendant 1 heure et demie en modérateur aussi pour pouvoir répondre à des questions. Et puis, bon, je suis interdit de partage et de publication pour l'instant, mais peu importe. Moi, mon souhait, ça serait vraiment de pouvoir répondre à tous les gens qui se disent « Ouais, il est là pour sa gueule ». Ben non, je suis pas là pour ma gueule, je ne l'ai jamais été et j'ai pas attendu un mouvement ou d'être un peu médiatisé ou de créer un groupe et de m'initier aux réseaux sociaux comme c'est le cas depuis 2 mois pour faire les choses. Je veux dire, je les ai toujours fait dans ma vie et c'est là-dessus où je voulais interagir, c'est que voilà, si demain on me voit plus et que ça fonctionne, bah ça veut dire qu'on aura déjà fait encore un pas en avant où il y aura des personnes qui sont moins connues mais qui peuvent porter le projet aussi bien, sinon mieux que ma bouille. Voilà. D'accord. Tu as parlé dans un de tes lives d'une assemblée constituante de 220 personnes interchangeables. Alors, pour expliquer aux internautes ce qu'est une assemblée nationale constituante, pardon, et quel est ou serait son rôle et pourquoi ce chiffre de 220 personnes pour celle-ci? Alors, 220, parce que je considère que même si on a 577 circonscriptions avec 577 députés, quand on fait le parallèle avec d'autres pays, je pense à l'Allemagne ou même, on va prendre un cas très grossier, les États-Unis. Aux États-Unis, ils ont 3 fois moins d'élus que nous. Quand on sait le prix que gagne un élu sur l'argent des contribuables et les besoins qu'il y a dans la société, les SDF,
tous les gens, les 8 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté et maintenant 25 millions de personnes qui galèrent depuis la crise sanitaire, je considère que peut-être il y aurait un effort, il y aurait peut-être plus de pouvoir à donner sur la localité en interfaçant avec tous les citoyens constructifs, puisque même si 68 millions de personnes ne veulent pas le RIC, il y a quand même des millions de personnes qui le souhaiteraient. Donc, je pense qu'en redonnant des pouvoirs aux localités avec des concertations locales qui interfaceraient et qui ramèneraient les problèmes pour la concertation et la prise de décision, ça serait intéressant. 220, parce qu'avec 220 personnes, on est capable demain, c'est un chiffre bateau, hein, ça peut être moins, ça peut être un peu plus, mais je pense que si on doit dépenser l'argent du contribuable, il faut être capable aussi de revoir tout cet argent dépensé au sein d'un État ou au sein d'un gouvernement pour pouvoir déjà, le temps qu'il y ait un équilibre, le redonner là où il y en a le plus besoin. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin de donner 6 ou 7 000 euros à des députés multipliés par 577. Je pense demain, on diviserait par 2 ou par 3. Le boulot, il serait fait quand même, surtout quand on voit le boulot qu'ils font. Il n'y aurait pas besoin d'autant de gens. Ensuite, quand je parlais d'Assemblée nationale constituante, oui. Il y a un commentaire qui revient beaucoup. Parle moins fort. Parle moins fort, d'accord, je vais faire un effort. Merci, chérie. Quand je parlais d'Assemblée nationale constituante, c'était pour faire le parallèle, en fait, sur l'idée qu'on a aujourd'hui, mais qui peut être une autre idée, parce que plus on sera nombreux, plus il y aura des idées qui vont venir. En fait, ce serait d'avoir des commissions par secteur d'activité ou secteurs sociaux qui puissent, en fonction des questions, interagir. Ça veut dire que on dit 220 personnes, mais si demain, tu as des assemblées de 100 personnes, par exemple, je pense au SDF, hein, un cas par exemple, si demain on peut réunir sur la question des SDF, quelques SDF, des associations qui œuvrent sur le terrain pour leur venir en aide, plus des associations collectives, et qui, eux, prendraient la main sur ces sujets-là pour donner le retour réel du terrain et décider de quel plan d'action on doit mener pour le donner à un politique qui, lui, ferait ce boulot en fonction de cette commission, eh bien, elle est là, l'idée. Redonner le pouvoir au peuple, c'est de pouvoir mettre les acteurs concernés dans chaque secteur d'activité pour pouvoir répondre au mieux à la réalité du terrain et pouvoir faire agir un homme politique qui serait payé par des contribuables, si tant est que c'est la formule qui sera choisie, parce que c'est pas moi qui vais le décider, hein, je le redis à chaque fois, hein, plus on sera nombreux et plus les idées vont naître et vont nous amener à faire consensus, parce que l'idée c'est de faire consensus, c'est pas d'imposer des idées. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le présente. Dans quelques mois, ça peut être autrement. Voilà. Merci. C'était assez clair, tu crois? Oui, Bon. c'est très bien. C'est très bien. Dans un live du 10 mai 2020, où tu as reçu David Schuller, il a tenu des propos qui ont choqué des personnes. Il a dit, je cite, « On a tous accepté cette histoire de pandémie sans en avoir aucune preuve. » Quelle est ta position sur ce propos et qu'est-ce que nous devons en déduire? Alors déjà, le jour se lève à prouver. Comment? Non, qu'est-ce que nous pouvons en déduire de ces propos? D'accord. Alors déjà, on a prouvé qu'au sein du jour se lève, on n'utilisait pas le mot démocratie, on se laissait se l'appliquer à chacun, puisqu'il a tenu des propos qui le concernent. Et effectivement, personne l'a arrêté ou l'a repris là-dessus. Tout le monde a respecté. Maintenant, la position du jour se lève et ma position à titre personnel, c'est que cette crise sanitaire, elle n'a pas été créée, elle n'a pas été montée de toutes pièces. Effectivement, on peut laisser entendre que comme chaque couac ou comme chaque samedi tendu qu'il y a pu avoir ces 18 derniers mois, ils se servent de nos erreurs contre nous, ou pour passer des lois, ou pour faire des choses. Maintenant, nous, au sein du jour se lève, non seulement on est très conscient que cette crise est réelle, parce qu'on parle à pas mal de personnes, pas mal de médecins, même des chirurgiens, chaque semaine, qui nous font des retours un petit peu de ce qui se passe. Et nous, on a fait le choix d'être vraiment dans la solidarité et le soutien de ces actions, et d'attendre que nous donne un signal en nous disant, voilà, ça y est, on en sort. On a toujours les problèmes de santé récurrents qu'il y a chaque année dans toutes les maladies. Mais pour autant, nous, on est très solidaires de tout ça et en aucun cas, on se permettrait de dire que cette crise n'est pas réelle. On le voit bien, tout le personnel hospitalier, ils sont à bout, ils en peuvent plus, en sachant que s'ils en peuvent plus, c'est pas parce qu'ils sont pas compétents, c'est parce qu'ils ont doublé leur taux, ils ont doublé leurs horaires sans rien avoir en plus, qu'ils ont aucun équipement, aucun matériel pour pouvoir et qu'ils ont dû, eux, faire le boulot d'un gouvernement
que l'on paye. Alors, c'est ce gouvernement, mais c'est les précédents aussi qui n'ont pas fait leur travail correctement. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qu'on paye et ceux qui ont été élus pour être exemplaires et représenter l'intégralité du peuple, ils sont aussi incompétents que tous les autres. En tout cas, il manque autant d'humanisme. Voilà. Quand on voit que Emmanuel Macron arrive à se vexer du personnel hospitalier qui lui reproche de dire non, mais nous, votre médaille, ok, la médaille, ok, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, vous savez que déjà, avant, on vivait pas de notre travail et qu'aujourd'hui, on travaille 2 fois plus sans matériel parce que vous faites pas votre boulot. On rajoute à ça le reportage qui est passé sur FR3 où on a vu que le gouvernement actuel a fait détruire des millions de masques, alors qu'ils savaient qu'on en manquerait. Ça ne passe pas sur les chaînes d'infos en continu. Pourtant, on sait que dans leur centre, il y avait 600 ou 700 millions de masques qui étaient en stock. Et comme prétexte, qu'est-ce qu'ils nous disent en local? Dans la région, donc dans la région de l'Est, ils disent non, mais ils étaient périmés. Mais non seulement ce que le personnel hospitalier utilise des masques, utilise du matériel inadapté, mais en plus de ça, il a utilisé ce matériel périmé. Donc, là où ils veulent en venir, c'est où ils continuent de nous mettre en run, nous mettre en colère pour nous diviser et nous empêcher de prendre du recul, de la hauteur, pour s'unir malgré nos différences et servir de contre-pouvoir à tout ce système oligarchique. Voilà, donc ça ne marchera pas. En tout cas, on n'est pas le seul collectif. Il y a des dizaines et des centaines de collectifs et de mouvements citoyens qui sont un peu partout. Nous, notre idée, c'est de se réunir sous la même bannière, que ça soit le jour se lève, ou ça soit le soleil se couche, ou que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fiche, nous. Ça nous intéresse pas de savoir qui est devant et qui en tirera les lauriers. Ce qui nous intéresse, c'est l'unité. Voilà. Okay. Oh, on va essayer de faire un petit peu plus court peut-être pour la suite, s'il te plaît. Il y a certaines personnes ou groupes qui nous fustigent, nous montrent du doigt en rigolant au sujet du merci, au sujet des jardins partagés. Ouais, mais est-ce que c'est pas en cultivant 4 patates que ça va me permettre de vivre, des choses comme ça. Ils pensent que nous faisons rien d'autre pour le futur et la reconstruction de la France. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire à ces personnes? Que chacun est libre de dire et de penser ce qu'il veut, c'est aussi ça la démocratie. Après, je trouve ça regrettable de taper sur des initiatives qui sont non seulement valables pour le présent, mais valables de plus en plus dans les mois qui viendront. Donc, plutôt que de critiquer, je leur dirais de soit mieux se renseigner, soit venir nous aider, soit proposer des choses qui viendront interagir ou qui viendront en complément sous une autre forme des actions, des propositions d'actions concrètes que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est tout. Ok. Tu as abordé plus ou moins directement le sujet de la politique, sujet ô combien polémique au sein des groupes de Gilets jaunes, en disant, bon, le jour se lève, ne fait pas et ne fera jamais de politique. Alors qui serait apte à nous représenter de façon fiable si on arrivait à faire tomber ce pouvoir? Et à qui, si nous le prenons, devrions-nous le confier? Alors, il y a une partie de la réponse que j'ai déjà dit, donc je ferai un peu de redondance. En l'occurrence, quand j'ai dit qu'on faisait jamais, c'est une erreur de communication si j'ai dit ça, tout simplement parce que on fait que ça de la politique, de la propagande politique, du contre-pouvoir politique, de la proposition politique. Alors, il y a du social dedans, il y a de l'économie, il y a du fiscal, il y a de tout, mais on fait que ça. Ce que je voulais dire, c'est que ça soit Jérémy Clément ou qui que ce soit d'autre, chacun est libre demain de pouvoir s'engager en politique. Simplement, il ne se servira pas du jour se lève pour transformer le jour se lève en un parti politique. Le jour se lève appartiendra et sera toujours pour le peuple et pour les humanistes constructifs. Et en aucun cas, Jérémy Clément, si demain il décide de faire de la politique, il pourra dire bah tiens, puisque je suis un des initiateurs, je suis l'initiateur principal. Alors que ce bébé, s'il est en train de grossir, c'est pas parce qu'il y a Jérémy Clément, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde derrière et à côté qui bosse. Si Jérémy Clément fait de la politique, il n'utilisera pas ce bébé-là en tant qu'administrateur pour monter une association politique au nom du jour se lève. C'est évident. Ce bébé-là, ce projet, il doit rester au peuple, il doit rester aux humanistes. Pourquoi? Parce que si on réussit, et quand on aura réussi, ça sera peut-être un des liens légitimes qui permettra à tous les citoyens de pouvoir s'identifier et de pouvoir se faire entendre pour proposer des idées et pour décider ensemble du monde de demain. Voilà, c'est surtout ça que je tenais à dire. De toute manière, à mon avis, comme ça, ce serait un non-sens parce qu'on travaille pour redonner du pouvoir au peuple et si c'est pour mettre ça dans les mains de Gougnafier, c'est pas la peine.
C'est pas la peine, on Après, reste à la maison tranquille et puis on s'emmerde pas. pour répondre à la fin de cette deuxième question, je l'ai déjà expliqué. Nous, on souhaite vraiment pour l'instant, ça veut dire que le projet ne peut faire qu'évoluer, pardon. On souhaite vraiment pour l'instant, en fait, séparer les pouvoirs politiques des pouvoirs décisionnels dans le terme des pouvoirs d'action. C'est-à-dire que si demain, quand on arrivera à faire ça, il serait, peu importe, j'ai envie de dire, qui fera de la politique, parce que ça soit des technocrates ou des citoyens lambda ou des spécialistes ou des amateurs ou n'importe qui d'autre, on sera sûr d'une chose si on sépare les pouvoirs politiques, c'est que ce sera des gens qui seront vraiment au service du peuple et de son pays, de la planète et de tout le monde sans oublier personne. Donc oui, peu importe, quand je dis peu importe, c'est que il faudra quand même des gens qui aient un minimum de connaissances ou qui sachent combler par beaucoup de volonté, ou alors qui connaissent les problèmes tout simplement réels de leur région ou du pays. Ça peut être des citoyens lambda qui depuis longtemps, comme toi, je te vois par exemple souvent interagir sur plein de sujets. Je sais que tu maîtrises ton domaine. Demain, je verrai bien un citoyen comme toi à côté d'un technocrate qui dit moi, ça m'intéresse de faire de la politique dans cette circonscription, dans ce genre de système, et ça me dérange pas de ne pas décider des actions que je vais mener pour mon pays ou pour les humains. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de les servir. La politique, normalement, on est censé être au service du peuple. Un exécutif, il est censé exécuter. Aujourd'hui, il exécute que ce qu'il veut. Voilà, il fait peur à tout le monde, même à ses plus proches. Ça, c'est pas normal. Normalement, il devrait avoir ses ordres de la part du peuple, puisque ces gens-là, tous ces technocrates, sont censés nous représenter. Et partant du principe qu'ils nous représentent pas du tout, et ce depuis des décennies, on a un devoir citoyen, nous, de proposer quelque chose et de dire là, ça ne va pas. Donc, peu importe qui nous représentera, qui sera président, qui sera ceci, qui sera cela, si on arrive à se mettre dans le paysage politique avec une Assemblée nationale et des commissions citoyennes sur tous les secteurs prioritaires et tous les secteurs de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire que tous ceux qui se présenteront seront, à mes yeux, crédibles pour pouvoir faire de la politique. Et peu importe leurs convictions, leur sensibilité, tant qu'ils les mettent au service des citoyens, moi, ça me va. Et tant qu'on leur sépare les pouvoirs de décision et les pouvoirs d'action, pour moi, ça me va. Maintenant, d'ici là, ça va encore évoluer. Plus on va être nombreux, plus on va avoir des solutions pertinentes qui vont être mises sur la table. Donc peut-être que celle-là sera avalée par une autre qui fera beaucoup plus consensus que d'autres. Voilà. Ok. Oui, je serais un peu plus réservé sur certains choix parce que on sait ce que font les politiques et comment ils travaillent, et on sait qu'ils ne travaillent pas pour le peuple, vraiment. Dans plusieurs vidéos, tu parles du mois de septembre. Donc, pourquoi le mois de septembre? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la révolution? Ça va être le grand chambardement? Raconte-nous un peu. Mais on s'est fixé ça pour réussir à unir toutes nos différences et se mettre autour d'une seule revendication commune qui permettrait d'obtenir les autres derrière. Ça serait de redonner le pouvoir au peuple, tout simplement. Et le seul pouvoir que nous détenons aujourd'hui, c'est le nombre. Je veux dire, si demain on est plusieurs millions à parler d'une seule voix et qu'on sait sous une forme dans la rue, sous une manifestation ou sous une forme d'action ponctuelle locale sur le territoire, dire voilà, nous ne voulons plus de ça, nous ne voulons plus de ça, nous voulons la dissolution de l'Assemblée nationale, nous voulons la réécriture de la Constitution, etc., etc. Je pense que c'est le délai en fait qu'il nous faut pour arriver à faire le nombre. On voit que ça met du temps. Chacun essaye d'imposer ses idées. Nous, on a fait le choix de faire consensus sur les idées, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui arrive en disant moi j'ai cette idée, alors on va faire ça. Tous les gens qui ont fait ça au sein du Jour se lève, ils ont fait bye-bye parce qu'ils ont vu que tant qu'ils n'ont pas concerté tout le monde et qu'on n'a pas fait consensus, ne serait-ce qu'en interne et qu'on l'a pas présenté derrière, ça ne passe pas. On voit le jeton merci, il y a des détracteurs, il y a encore des gens un peu suspicieux, même de l'intérieur, enfin sceptiques, même de l'intérieur. Même si on est prêt, on a décidé de faire preuve de patience et de pédagogie pour présenter les choses. Le temps que tout le monde comprenne que c'est non seulement transparent, mais peut-être, quoi qu'il arrive, peut-être certainement la solution de demain. On va prendre le temps de faire les choses, on va pas les imposer. Voilà. Ok. Bon, la question suivante, tu as déjà un peu répondu. Tu vas peut-être pouvoir détailler un peu plus. Tu as parlé d'intégrer à l'Assemblée nationale des bases, style infirmiers, soignants, forgerons, pourquoi pas, si on débat de sujets sur les forgerons. L'artisanat.
qu'as-tu voulu exprimer là? Comment? Qu'as-tu voulu exprimer ici? Ah oui, bah, tout simplement que demain, si on met les acteurs de la vie réelle dans la prise de concertation et de décision, alors ça, pour moi, ça s'appelle un peu un rythme naturel. Bah, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'oubliés et voire plus du tout si on fait bien les choses très rapidement. Voilà, tout simplement. Si Ok. demain, le personnel de santé décide à sa propre commission de concertation et de décision pour savoir qui les représente, quels seront leurs champs d'action, quels seront leurs besoins en termes économiques, en termes matériels, en termes de développement, parce que je rappelle qu'on est en train de briser toutes les campagnes où les médecins, moi je prends chez moi, il y a un médecin, il en faudrait peut-être 5 ou 6. Le dentiste, il y a un dentiste, il en faudrait plusieurs. Et le pire, c'est qu'en plus, ces personnes-là n'ont pas le droit de prendre des personnes sorties d'une zone géographique bien précise. Donc ça veut dire que si on est dans une zone où le médecin, il n'y en a pas, où il peut plus prendre, où il peut plus prendre de patients, bah cette personne, elle peut pas être soignée. Elle est obligée d'attendre un problème grave pour aller continuer d'engorger les urgences. Donc sur ce sujet-là, par exemple, mais comme sur tous les autres, je pense que ceux qui doivent se concerter et décider de comment ça se passera au sein d'un ministère ou comment ça se passera et quels moyens on doit y mettre, c'est les acteurs de la réalité de chaque corporation, de chaque métier, etc., etc. Voilà. D'accord. Bon, en dehors de tout groupe affilié à des lobbies et des choses comme ça, hein, évidemment. Tout c'est fini, ils ont une date butoir, ils vont essayer de nous étrangler encore. Mais eux, pour moi, ils sont déjà plus là. Pour moi, ils sont en train avec notre argent, ils sont en train de s'acheter des petits coins de paradis qui seront pour eux peut-être des petits coins de paradis, mais qui pour nous, le paradis, c'est la terre dans laquelle on est né, c'est la terre dans laquelle on vit et c'est la planète en général. On voit en termes écologiques que la planète n'a jamais été aussi bien portante que depuis qu'on a été confiné partout dans le monde. Et je pense que ça doit vraiment nous servir. On doit réapprendre à consommer. On parlait de paysannerie tout à l'heure. Il y a eu énormément de textes en disant redonner, revivez local, rachetez local, reconsommez, rapprochez-vous. On est en train de préparer une cartographie pour que géographiquement, dans chaque région, vous sachiez où vous puissiez aller acheter en direct auprès de vos cultivateurs, auprès de vos paysans. Ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, je suis très conscient que c'est difficile parce que moi-même, on a pris de très, très mauvaises habitudes pendant des années. On a accepté cette société de consommation et on va tous avoir des efforts à faire et ça va être très violent. Moi, je pense à mon cas, par exemple, où j'ai élevé mes enfants dans cette société de consommation où autant la grande était déjà impliquée, elle a 18 ans, autant mes deux autres, 9 et 12 ans, on les a mis dans une notion de confort, dans une bulle où pour eux, ça va être beaucoup plus difficile de leur réapprendre à vivre. Mais pour y arriver, il faut que nous aussi, on soit exemplaires. Donc, c'est là où je voulais interagir là-dessus. Mais on nous a trimballé et formaté pour en arriver là. Hein. Il y a pas Oui. de souci. L'appel à la convergence, l'appel à la convergence du 18 juin. En quoi cela va consister? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'est très simple. On va tester nos forces dans les 577 circonscriptions avec les convergences de ceux qui le souhaitent, non pas pour aller manifester et embêter les commerçants, etc., parce que je pense qu'aujourd'hui, les commerçants ont aussi besoin de soutien. Ils ont vécu de la casse, ils ont vécu des choses qui, même si c'est déplorable, d'autres diront que c'était nécessaire et pour autant, grand respect à tous les gilets jaunes qui ont réussi à faire bouger les lignes et faire peur, etc., Mais on a bien vu que la violence nous amène à rien. Et l'idée du 18 juin, ça va être de pouvoir interagir sur des circonscriptions un peu partout en France en allant tracter et poser sur nos institutions qui nous appartiennent l'idée que comme elles nous appartiennent et qu'aujourd'hui on n'est pas représenté, en tout cas pas 99% du peuple, on souhaiterait la dissolution de l'Assemblée nationale et la réécriture de la Constitution sous la base de l'article 3, sur la base de l'article 89, etc. Donc on va mener des actions qui vont être médiatisées ou pas. Tout dépend on va dire que ça va être un test grandeur nature de voir à peu près où on se situe en termes organisationnels un peu partout en France. Voilà. Ça, en sachant qu'en plus, le Jour se lève se joint aux Gilets jaunes qui ont organisé cette marche qui part de Marseille, qui démarre le 30 mai et qui se termine le 28 juin à Paris. Moi-même, quand ça arrivera vers chez moi, je ferai partie de cette marche qui ira jusqu'à Paris devant nos institutions pour dire, voyez, on n'a rien cassé, on n'a rien fait. Pour autant, on était 60, 600, 6 000, 600 000, peu importe, mais on était là
Et on a fait quelque chose de fort pour passer un message où nous ne voulons plus de ce gouvernement. Voilà. D'accord. Bon, on comprend qu'il y a une nécessité de reprendre le pouvoir, mais alors par quelle méthode? On fait tout péter, on y va doucement, hein, on Et, prend la droite et la gauche. alors nous, au sein du Jour se lève, on a fait le choix de faire le nombre pour pouvoir se faire entendre et respecter, écouter, afin de redistribuer les cartes et de redonner le pouvoir au peuple. La violence ne fonctionnera pas. Si des gens ne le comprennent pas, j'en suis navré. Maintenant, moi, je comprends aussi cette violence parce que la réelle violence, elle vient de ce système et de ce gouvernement qui a accéléré toutes les inégalités et la répression au-delà des gouvernements précédents. Donc, je la comprends et je la respecte. Mais je pense que si on veut reprendre le pouvoir et très vite, ça passera par le nombre et par l'unité. Je suis persuadé que le temps d'un combat, et depuis le mois de janvier, déjà au sein d'un groupe que j'avais rejoint, qui était Ouvriers Artisans Appel à la mobilisation, qui avait été créé fin décembre, où j'ai beaucoup participé pendant jusqu'en mars, avant d'être confiné, de me dire bon, les ouvriers artisans, ok, ils sont chauds, les gilets jaunes sont chauds, le personnel hospitalier est chaud, beaucoup de corporations sont chaudes, pardon, les syndiqués sont chauds au-delà des syndicats. Mais il manque encore plein de gens. Il manque les commerçants, il manque les citoyens lambda, il manque beaucoup de corporations et de métiers, beaucoup d'oubliés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'unir? Eh ben, c'est comment on peut reprendre le pouvoir. Ça sera par le nombre. Voilà. Donc, j'aurai jamais d'autre réponse que tant qu'on n'est pas le nombre, on pourra rien décider. On pourra proposer des choses et mettre des choses en place et mener des combats. Mais pour être sûr de reprendre le pouvoir et de le redonner au peuple de la plus belle des manières, tel que ça n'a jamais été écrit dans l'histoire. Je pense à 1789 qui avait été écrit, qui avait été un peu dirigé par une classe bourgeoise où elle a envoyé au casse-pipe la paysannerie, les campagnes et autres. Je pense à ce premier riz qui a existé en 1793, le riz de Condorcet, où il y avait des bonnes choses, mais derrière tout a été squeezé et remanié dans les républiques qui ont suivi. Je pense vraiment que si demain on est capable de proposer à 3 ou 4 millions de personnes obtenir des choses concrètes qui vont séparer les pouvoirs et pour pouvoir les redonner au peuple, derrière, on saura aussi rassurer des dizaines de millions de nos citoyens qui soutiennent les mouvements populaires, mais qui n'y adhéraient pas par peur de répression, parce que justement, il y avait des violences en manifestation et autres. Donc, c'est pour ça qu'on y travaille. Je suis persuadé et je suis pas le seul, que d'ici à la rentrée, on sera le nombre. Comme je le dis souvent, le jour se lève, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si vous voyez tous les collectifs, les pages, les associations qui sont au sein du jour se lève et qui œuvrent en back-office ou qui sont prêtes à bondir à nos côtés, je sais déjà qu'on est plus d'1 million de personnes. Voilà. Maintenant, 1 million, c'est pas encore suffisant, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on s'unisse. Le temps d'un combat, redonner le pouvoir au peuple. La dernière question et après on arrête là. Allez, ça marche. Ça va faire 2 heures, c'est bien en plus. Hier, tu as été à Paris pour un job et tu as filmé les gens qui étaient dans la rue, qui ne prenaient aucune précaution. C'était le grand tralala, le grand n'importe quoi, pas de distanciation. Et tu as été traité par un bon nombre d'internautes de col-labo. La réponse, c'est que mea culpa, parce que j'aurais jamais dû faire ce live de quelques minutes où j'étais en colère. Et si je l'avais fait, j'aurais dû déjà mieux réfléchir. J'aurais dû m'arrêter, par exemple, devant Zara, où il y avait la queue. J'aurais dû m'arrêter devant les McDonald's, où il était 11h moins 5. Et il y avait des gens qui attendaient pour avoir un drive, le petit-déj ou autre. Et c'est pas ce que j'ai fait. Non seulement j'ai expliqué ma colère en disant, ouais, il faudra pas qu'on se plaigne. Si d'avant, on a en gros ce qu'on mérite, mais j'ai pas pris certains paramètres en compte. À un moment, j'ai montré 2-3 visages où il y avait pas grand monde autour. Et les paramètres que j'ai pas pris en compte, c'est que ces gens qui peut-être n'avaient pas de protection considéraient, petit 1, que en tant que contribuable, c'était au gouvernement de nous fournir le matériel. Donc, peut-être une forme de contestation. Et petit 2, j'ai pas pris en compte, puisque je vis à la campagne et que j'ai un petit bout de jardin, je vais vous le montrer si vous voulez. C'est pas grand, mais c'est suffisant pour passer un confinement avec moins d'encombre. J'ai pas pris en compte que ces gens aussi qui étaient dehors ou qui étaient devant les boutiques, ça faisait aussi 2 mois qu'ils étaient confinés et pas avec du jardin dans 30 mètres carrés, dans 50 mètres carrés. Donc, mea culpa pour ça. Je connais personne qui est en colère et qui s'exprime bien. Donc, moi, je pardonne à tous ces gens
qui ont dit que j'étais un collabo, je leur demande à eux de me pardonner sur le fait que quand on est en colère, on n'agit jamais bien et on pense jamais bien. Voilà, c'est tout. Ok. Bien, bah, écoute, pour ma part, c'est fini. Si les internautes ont des questions un peu pointues ou spécifiques à poser, ils peuvent poser leurs questions via la boîte mail. Vos questions @free.fr. Voilà. Là, on va l'écrire en dessous. Voilà, ah bah c'est écrit déjà. Génial. N'hésitez pas, posez vos questions et nous répondrons en direct lors d'un live prochain. Voilà. Super. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé par votre présence. Et à très bientôt. Au revoir, Jérémy. Au revoir. Je vous montre un petit bout de jardin quand même et je m'excuse pour cela hier. Quand on est en colère, on fait de la merde. C'est comme ça. Voilà, un petit bout de jardin. Voilà. Allez, on vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain 19h avec Sébastien, avec Elian, avec Adama, avec Laurent, avec Poussi où on réglera les problèmes du micro et puis d'autres personnes si vous voulez intervenir, c'est avec grand plaisir. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain. Salut.